Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mercredi 12 février 2025. Nous sommes au lendemain du barrage aller de Ligue des Champions entre Brest et le Paris Saint-Germain. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le PSG s'est assez largement imposé en Bretagne, 3-0. Ce sera le thème unique du soir parce que on n'a pas que ça à faire, on a une vie aussi. Non mais plus sérieusement, voilà, il n'y a pas non plus 10 000 trucs à débattre. Et je pense que nous serons peut-être sur un des podcasts les plus courts de la saison. Mais on avait promis, donc on est là. On est trois ce soir, puisque comme je disais, c'est pas non plus le match du siècle, mais nous devions être là. Donc, Daryl est là. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut Blaise, salut tout le monde. Voilà, et donc Blaise est là aussi, comme vous avez dû le comprendre. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir Daryl et bonsoir à tous. Bah écoutez, on est ravis de vous retrouver malgré tout. On me dit bonsoir, je viens de découvrir que Di Maria a des cheveux gris. Bah Di Maria a quand même 37 ans, et à cet âge-là, soit c'est gris, soit ça tombe. Hein. Donc lui, c'est gris. Je suis désolé, mais il reste toujours avec un pied gauche magique. Donc ça lui permet de continuer quand même une très très belle carrière de footballeur, même s'il est sorti blessé ce soir. On lui souhaite un bon rétablissement malgré tout à l'ange de Rosario. On va attaquer tout de suite sur ce Brest-PSG. Donc c'était le barrage aller d'accession au 8e de finale avec des champions, équivalent du 16e de finale, même si on peut pas l'appeler comme ça vu que tout le monde ne le joue pas. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0. Ouverture du score de Vitinha à la 17e minute. 21e, pardon. De tête, c'était 21, c'était pas 17. Le deuxième but d'Ousmane Dembélé sur une passe décisive qui a été accordée à Achraf Hakimi par l'UEFA à la 45e, juste avant la mi-temps. Et enfin, le but du break qui a clôturé le match par Ousmane Dembélé de nouveau à la 66e, puisque Ousmane n'en finit plus de marquer et qu'il en est à 23 buts uniquement avec le PSG cette saison, 24 avec l'équipe de France. Donc évidemment, c'est de très très loin son meilleur score européen, enfin historique, pardon, pas européen, parce que, évidemment il a joué qu'en Europe. On va attaquer tout de suite sur donc, le pouls de cette rencontre. Ça s'est joué à Guingamp sur un terrain qui sentait bon la Coupe de France. Parce que c'était un champ de patates. Hein. On a bien tenté de nous faire croire que c'était un terrain en bon état, mais non, c'était un terrain horrible. Et ça a un peu ressemblé à pas mal des Brest PSG des derniers temps, à savoir le PSG qui est meilleur que Brest. Le PSG qui arrive à faire la différence dès la première mi-temps. Sauf que cette fois-ci, Brest a peut-être un peu manqué de réussite aussi, parce qu'ils font deux poteaux plus une énorme occasion à 2-0. Et le troisième but, celui qui définit tant de parties dans le football moderne, a été inscrit par le PSG dès la 66e. Et Brest était dans un de ces soirs où rien ne rentre. Je pense qu'ils auraient joué 3 heures qu'ils n'auraient pas marqué. Mais le PSG a fait le travail. 3-0 à l'extérieur. Très bon résultat, même excellent résultat. Je vais pas jusqu'à vous dire que toutes les équipes qui ont gagné 3-0 à l'extérieur se sont qualifiées après, même si je pense que c'était ça aussi. Et puis voilà, on me dit sur live match solide, clean sheet, oui c'est ça, c'était un Brest PSG comme on en a vu beaucoup ces derniers temps, à ceci près qu'on a peut-être moins marqué que dernièrement, mais qu'on n'a pas encaissé de but. Donc c'était bien. Et globalement, il n'y a pas un suspense immense pour le barrage retour mercredi prochain. Donc, par exemple, le retour mercredi prochain, je suis pas sûr qu'on fera un podcast de débrief, mais bref. Il fallait gagner, le PSG a gagné. On a vu dans ces barrages aller. Philo, je précise juste sauf dinguerie. Sauf dinguerie. Ouais, voilà, sauf dinguerie, tout à fait. Mais ça a été bien géré, voilà. Il fallait faire les choses proprement, ça a été fait à peu près proprement. Comme dit sur live, ne boudons pas notre plaisir, nous ne boudons pas. Euh, C'était du beau travail et c'est exactement ce qu'on attendait. Ils ont fait le boulot comme des professionnels et comme une équipe sûre de sa force. Daryl, je te laisse compléter ce pouls du match, plutôt positif évidemment. Si tu veux revenir un peu sur les différents moments de la partie, notamment, toi qui es un habitué de la chose. Bah, c'était un match globalement assez, assez similaire, comme tu l'as dit, aux rencontres qu'on a disputées contre Brest cette saison, avec du coup, voilà, une équipe clairement supérieure, qui a même pas forcément eu besoin d'ailleurs d'évoluer à son meilleur niveau. Et puis, je pense pas que c'était forcément très possible sur cette pelouse, qui, à mon avis, a conditionné pas mal de choses dans cette rencontre. Voilà, c'est globalement, on n'a jamais vraiment tremblé. Alors il y a eu pas mal de situations dangereuses pour Brest. Il y a trois poteaux, donc ils ont vraiment manqué de chance et le score peut paraître un peu lourd, mais on a toujours senti quand même le PSG globalement
à sa main sur cette rencontre. Je pense que s'il avait fallu accélérer un moment pour alourdir le score, si voilà, si le score, si Brest avait marqué, bon bah je pense que ça aurait été fait. C'est une rencontre qui avait un peu des allures de France, au moment, entre l'horaire du match, la pelouse, l'adversaire qui paraissait un peu résigné, mais ils avaient l'air en fait même d'avoir limite baissé les bras au moment du tirage au sort. Hein. On a entendu les déclarations des De uns et des autres. Lesmelou. Ouais, c'est ça, Les Melou, même Eric Roy, hein, en conférence de presse, qui avait l'air très blasé d'avoir tiré le PSG. Bon, voilà, globalement, personne ne s'attendait véritablement à autre chose qu'un résultat vraiment favorable. Et là, il est extrêmement. Hein, on a vraiment un pied et quatre orteils en huitième de finale. Bon, sauf résultat plus qu'improbable, puisqu'on parle quand même d'une équipe qui ne nous a pas battus depuis 40 ans. Voilà, on sera a priori au rendez-vous des huitièmes. Et donc, bah, ça a été un match, oui, vraiment avec une structure très similaire, vraiment un déroulement un peu comme Lucien Cédric l'a dit, hein, c'est un peu toujours les mêmes matchs contre eux. D'ailleurs, ça en devient même un peu lassant. C'est-à-dire, on domine, on ouvre généralement le score, puis bon, bah, ils reviennent, ils se battent. Là, cette fois-ci, on a eu le bon goût de mettre un deuxième but juste avant la mi-temps, en sortie de leur temps fort. Donc bon, ça montre quand même aussi une certaine capacité à gérer les temps forts et les temps faibles, ce qui est quand même une donnée clé dans cette compétition. Et puis bah en deuxième, alors je sais plus exactement à quel moment arrive le troisième but, mais bon, ils étaient déjà passés pas loin de la correctionnelle avec le but refusé sur hors-jeu. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour féliciter la réalisation de ce match qui a été extraordinaire de bout en bout. Les mecs, ils étaient Euh, bourrés, quoi. Ça devait être Joss et comment il s'appelle, et Bravo en train de gérer la réal du match, quoi. T'avais des ouais. ralentis qui avaient aucun sens, des zooms en cours d'action, des changements de plan qui se font pas. Non, vraiment, c'était la cata. Et je pense, Mais dès le début, quoi. C'est ah, le premier centre brestois, là, où la caméra reste sur le mec qui centre, alors que Donnarumma l'a capté, et on sait pas du tout ce qui se passe. C'est c'est vrai qu'on a failli rater le incroyable. but de Désiré Doué qui est refusé aussi, le but annulé. Ouais, Non, c'était incroyable. Et je pense en revanche, non, pour les hors-jeux qui ont mis beaucoup de temps, je pense qu'à Guingamp, ils n'ont pas les caméras je pour pense qu'il mettre. y a pas. Voilà, le hors-jeu Ouais, semi-automatique, qui est en théorie utilisé, qui permet d'avoir une réponse beaucoup plus rapide. Il me semble que il doit pas être en place à Guingamp. Ils ont eu l'autorisation d'y aller parce que bah voilà, c'était le seul set du coin et qu'ils n'allaient pas faire 500 bornes non plus. Mais je pense mm, que il n'y a pas le hors-jeu semi-automatique sur la rencontre d'hier, quoi. Voilà. ouais, je pense aussi, ouais, Et c'est ça. on me dit il n'y a pas hors-jeu. Je suis toujours pas très convaincu par les lignes tirées par nos amis de VAR Reviews, ou je sais plus comment ça s'appelle le compte Twitter qui a fait ça. Mais pour moi il y a hors-jeu. Enfin, bon après ça change rien dans le fond, mais Oui, ça change rien. Ouais. et puis il y a le coup de la validation du penalty. Qui a été extraordinaire aussi, qui a duré 1000 ans. Après, je pense que la Il y avait validation. autre chose que le penalty, c'est pas possible, parce Non, et que pour moi, il vérifie justement à quel point il y a un dossier, enfin, à quel point voilà, si c'est Lesmelou rouge ou pas, mérite. quoi. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, ils vérifient pas le penalty. Je pense que le penalty, ils le savent très bien qu'il y a, mais ils envoient l'arbitre vérifier s'il n'y a pas le rouge à mettre ou ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai que Ouais, City, ouais, parce City que aussi, c'était ultra long pour le hors-jeu de Gvardiol. Je sais pas s'ils ont eu un problème technique à l'UEFA, parce que normalement à City, il y a le hors-jeu semi-automatique. Il y est même en première ligue tous les week-ends, donc mm. bizarre. Peut-être qu'on aura un communiqué. Quoique non, l'UEFA et l'arbitrage, c'est la grande muette, on sait jamais rien. Donc faudrait chercher dans la presse anglaise ou la presse espagnole, mais je crois que City a d'autres problèmes à gérer en ce moment. Tu veux Ouais. revenir encore un peu sur le déroulement du Oui, match? Vas-y. oui, pour en revenir oui, rapidement sur le match, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Hein. Dembélé, donc, bah, qui clôt la marque. Voilà, donc son cinquième but contre Brest en une dizaine de jours. Et puis bah voilà, après c'est la fin de la rencontre est anecdotique avec Luis Enrique qui sort tous ses attaquants. Bon, vraiment, aucun des entrants ne s'est véritablement illustré, mais là, à ce moment-là, de toute façon, c'était pas très important. Ce qui comptait, c'était voilà, d'avoir réussi
à s'imposer très largement. Et bon, maintenant, le match retour présente que très peu d'intérêt. Bon, je pense qu'on le jouera quand même très sérieusement avec la volonté de s'imposer parce que il y a quand même un état d'esprit et une exigence de la part de cet entraîneur qui font qu'on sait très bien que l'équipe abordera cette rencontre avec sérieux. Mais voilà, Ouais. En ça, fait, ça vaudra pas la peine. Ouais, vas-y. je pense qu'il y aura peut-être même plus de turnover côté brestois que côté parisien. Parce que Oui, tu vois, voilà. eux, ils savent que c'est leur dernier match et ils vont faire tourner pour que tout le monde puisse croquer dans la Ligue des Champions. Parce que Ouais. y a des mecs qui ont pratiquement pas joué et au contraire, certains ont tout joué, même trop joué. Est-ce qu'il va pas mettre le gardien remplaçant par exemple pour lui dire hey, toi aussi t'as enfin c'est la Ligue des Champions de Brest, ils ont joué 10 matchs au total. C'est une aventure humaine extraordinaire pour ce club qui avait jamais joué la Coupe d'Europe. Ça serait logique qu'ils fassent un peu croquer tout le monde, surtout que Brest a beaucoup joué, qu'ils ont encore la semaine d'après comme nous le quart de finale de Coupe de France. Je pense qu'ils vont faire beaucoup plus, eux ils vont faire tourner, ils ont pas un très gros effectif et Mm. ils vont en profiter quoi. Tous Et les déjà en mecs. conférence de presse Ouais, vas-y, d'après-match, excuse-moi. Eric Roy parlait déjà de la Ligue 1. Oui, voilà, eux ils sont tournés sur la Ligue 1 déjà à fond quoi. Donc, Mm. c'est comme ça. Blaise, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le pouls du match ou on évoque un peu plus peut-être la façon dont on passe à performance collective? Tu choisis. Non, parce que je partage globalement ce que vous avez pu dire, mais je rajouterais juste que l'important, c'était vraiment d'arriver au Parc des Princes sans qu'il y ait peut-être un avantage pour Brest. Et au final, l'avantage qu'on a pris est assez grand pour justifier une confiance au moment d'aborder le match retour. Et même Éric Roy a dit quelque chose en conférence de presse hier, c'est que au final, comme il pense que le PSG marquera forcément au moins un but, se dire qu'il faut en marquer au moins 5 pour passer ou 4 pour aller, en prolongation, je pense que même lui, il n'envisage pas donc oui, on peut dire que c'est fait et je partage totalement ton avis sur le fait que Brest fera plus tourner que nous. Ouais. Après, on verra, hein, mais ouais. J'espère que Luis Enrique va pas mettre, enfin on n'en est pas encore à parler du retour, mais j'espère qu'il va pas mettre le 11 type pour ce match, c'est entre guillemets pour du beurre quoi. Tu blesses un joueur ou tu prends un carton stupide, ce genre de choses, tout ça, voilà. Et il est vrai qu'on les recroisera possiblement en Coupe de France, nos amis brestois. Donc, vu que c'est globalement la dernière équipe un peu performante du plateau, peut-être qu'on va finir la saison sur un Brest PSG en finale de Coupe de France, ça serait beau, ça serait sympa. C'est un peu Mais nos amis. Alors par contre, les mais pauvres, Franchement, non. Par pitié, non. bah, Ousmane, bah, après, vu le il arrête pas plateau, de c'est marquer tout ce qui contre eux. reste, hein. Vu le plateau, Oui, c'est tout ce oui. qui reste, donc il faut Dembélé, aussi se dire ça. Dembélé, il a quand même mis 7 buts en 3 matchs contre Brest cette saison. Hein. Je sais pas ce qu'il a contre Brest. Ça doit être son côté d'ancien Rennais, mais dès qu'il les voit, il les massacre, quoi. Enfin, calme en petit temps là, il a une ex à Brest. Je sais pas, mais ouais, il est fâché avec elle en tout cas. Mais bon. Non, juste pour revenir sur un truc, le match, le 3-0, donc c'est bien, on a fait le travail et tout ça, mais ça te met dans une position en fait avant le match en fait je me disais ça peut tourner à vraiment le 1-1 archi accroché ou le PSG qui déglingue Brest et je pense qu'en termes de jeu finalement on domine moins que par exemple quand on les a joués en Ligue 1 il y a quelques semaines parce qu'en Ligue 1 par exemple quand on gagne 5-2 la première mi-temps est totalement sens unique. Là on n'a pas une mi-temps complète archi dominée, on a des séquences où on est bien au-dessus du lot et voilà, mais finalement, le 3-0 est pas si mal payé que ça pour les Parisiens. J'ai pas du tout regardé les expected goals, mais avec un penalty, non, le penalty, le but de Dembélé, le deuxième but de Dembélé, ça doit pas monter très haut. Je pense qu'on n'a pas joué. On me dit sur live, on a joué un peu que le frein à main. On a été très gêné par le terrain, je pense. La première mi-temps, on voit on est sur des œufs au début du match. On n'ose pas accélérer, on fait tourner en espérant et en attendant que qu'ils fassent une erreur ou que ça. Et d'ailleurs, ils font une erreur, quoi. Oui, Blaise d'arrive sur. Ouais, Ouais, les ouais. expected goals, tu posais la question. Du coup, c'est 2,6 pour nous et 0,9 pour Brest Ah, sur FBRF. c'est beaucoup au Donc, c'est le 0,9 quand modèle même. d'adaptation. Ouais. Oui, ah bah, de toute façon, ils méritaient. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'ils auraient mérité un but. Hein.
Luis Il Enrique fait l'a dit. Après, Hein. beaucoup de. bien Oui, je veux bien savoir si dans les expected goals, il y a les situations où c'est offert par nous? directement un de nos joueurs qui tire, parce que Non, 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 il n'y a Haki- pas. Hakimi, c'est un. Cette occasion de Hakimi, elle était incroyable. Il revient Ouais. comme une balle, bam, poteau. Ils font deux barres, ils font trois montants. Il y a la tête de Sima sur le corner, il y a le Dévié fameux, par Marquinhos, là encore. il y a de quoi? Dévié par Marquinhos, la tête. Ah, je croyais que c'était Sima, j'avais pas compris que c'était. Ouais, non, mais c'est Marquinhos. Enfin, si mal à touche, c'est Marquinhos qui la renvoie sur le poteau parce que je pense qu'elle est rentrée sans ça. D'accord. On me dit j'ai pas compris Hakimi. Bah Hakimi, il y a un moment, il y a un centre en retrait, il revient et ça fait poteau extérieur. C'est lui, il vient couper et il est vraiment tout proche du contre son camp. Et ensuite, la frappe en début de deuxième mi-temps de Sima que Donnarumma repousse, on ne sait comment, elle touche le montant aussi. Voilà. Donc, bon, ils sont pas vernis les pauvres. Après, écoutez, c'est aussi ça correspond un peu aux limites de talent de l'effectif brestois, c'est comme ça. Hein. On me dit on n'est pas forcément terrible pour gérer les centres d'ailleurs. Vu tout ce que Brest centre Hmm. et vu tout ce qu'ils sont en mesure de faire dans ce style-là, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. Hein. Non, Oui, je sais pour pas. le coup, sur ce match, c'était pas mal du tout, hein. Parce que pour une fois, on avait du monde dans la surface pour gérer ces situations-là. Et je pense que ça a d'ailleurs beaucoup contribué au fait que Brest ne marque pas. Il y avait toujours une tête sur leur centre, ou alors quand le ballon leur revenait, il y avait un pied pour contrer, ou voilà, ça revenait sur un de nos joueurs. Enfin, non, pour le coup, sur ces situations-là, je trouve qu'on a pas mal défendu, et c'était même globalement la situation majeure à bien savoir gérer sur ce match au niveau tactique. C'était vraiment le point sur lequel il fallait travailler. Et je trouve que bah, on a été plutôt pas mal dans ce registre-là. Ouais, c'est exactement ça. Sur la partie collective du comment le PSG a joué, Blaise, un avis, c'était bien, c'était pas bien, Bah, c'était lié au terrain, on t'écoute. ouais, bah, tout est lié en fait, même au-delà du terrain, parce que bien ou pas bien, je trouve qu'on a été bien dans le sens où on a montré très vite une supériorité et qui était attendue et qui aurait dû être celle-ci dans peut-être plusieurs des matchs qu'on a joué contre Brest au final. Donc je trouve que oui, la prestation, elle a été plutôt bonne, avec notamment 35 peut-être, ouais 30-35 minutes, de très bonne qualité, même si en début de match, Brest a essayé de presser et en fait, c'est un peu marrant, au moment d'analyser ce match parce que j'ai l'impression même parfois il y a des espions dans les staffs, des 2 équipes parce qu'on a contrairement au dernier match contre Brest où en fait, c'est une équipe qui, même si elle a la capacité de jouer des longs ballons pour justement soit jouer la déviation et donc le deuxième ballon ou soit être très proche à la retombée des Parisiens. Ils ont eu l'air très facilement de s'accommoder, d'être obligés de relancer long depuis l'arrière et nous, de notre côté, on a très vite, à la différence peut-être des matchs, précédents ou en tout cas au niveau de la réussite, on a très vite réussi à le faire. On les a obligés en fait à reculer quand ils avaient le ballon et à devoir relancer par le gardien ou par les joueurs défensifs. Donc je pense que dès les premières minutes, la supériorité, elle a été montrée, même si la domination en termes d'occasion et les XG le justifient vu l'écart qu'il y a eu entre les 2 équipes au final. Mais il y a pas un écart tant aussi énorme que ça. Mais et donc je trouve que dans la préparation, peut-être que la pelouse a joué, mais la volonté d'imposer un contrôle très fort et d'utiliser cette dynamique actuelle qui donne aux offensifs, la possibilité de créer et d'aller très vite vers l'avant. Ça a été, ouais, un match très bien préparé et sûrement le pas le meilleur match contre Brest, mais peut-être celui excepté les quelques occasions qu'ils ont eues et parmi celles-ci, notamment, ben, des occasions qu'on leur donne, je trouve qu'on a rarement été aussi peu en danger face à cette équipe de Brest
on l'avait vécu, était revenu de 0-2 à 2-2 assez rapidement lors de notre dernier match contre eux. Même nos derniers matchs là-bas, à chaque fois, ils sont revenus. Hein. Luis Ouais, Enrique l'a dit exactement. plusieurs fois en conférence de presse, genre, ouais, les 2 dernières fois qu'on était ici, on avait mené des euros, ils étaient revenus à chaque fois à 2-2. C'est vrai que la façon dont le PSG a pris le ballon au début de match, bah, j'ai mis Vitinha pour illustrer parce que je trouve que c'est très très lié à Vitinha. Il y a un côté, en fait, on veut écrire le match. C'est pas, vous êtes une bonne équipe, Brest, on vous respecte beaucoup, mais c'est nous qui allons écrire le match, qui allons dicter totalement le tempo, tout ça, tout ça. Et ça se voit beaucoup. Après, comme le disait sur le live très justement, c'est que avant le penalty, qui est donc sifflé à la, je crois, 17ème et qui est transformé à la 21ème, on n'a pas beaucoup d'occasions. Hein. Ensuite, on en a un peu plus, mais c'est vrai que on a mis Brest en prenant le ballon très proche de leur but, mais l'état du terrain et le fait qu'on joue finalement de façon assez prudente, je dirais pas qu'on avait une possession défensive, mais on avait quand même une possession très 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 lente. On faisait circuler gauche-droite, mais on prenait pas trop de risques. Et finalement, bah, on arrive à faire la différence sur une action où c'est un peu n'importe quoi dans la surface. Et à partir de ce moment-là, d'un coup, les choses, bah, tu mènes 1-0, tu vois que tu as le match en main, ça devient beaucoup plus simple. Mais à la demi-heure de jeu, par exemple, Brest remet un petit coup d'accélérateur quand il y a notamment l'occasion là où Sima déborde Pacho avant que Pacho revienne. On voit que Brest est pas si loin et se dit, mais en fait, on va jouer long, on n'a pas besoin de ils peuvent garder la balle, nous on va jouer long direct. Et là, t'es pas si à l'aise que ça. Alors après, tu commences, même sur le terrain pourri, quand t'es capable d'enchaîner des temps de jeu comme celui du deuxième but. Allez, en face, c'est ce qui se passe là, c'est le deuxième but leur casse le moral, je pense, parce que c'est juste avant la mi-temps. Et quand on revient des vestiaires, ils font un très bon début de deuxième mi-temps. Et là, il y a le but refusé de Doué qui est pareil, qui est une action collective extraordinaire où il y a 3, 4, 5 passes, bam, bam, bam. Et les mecs, ils sont complètement à la rue en face. Et là, d'un coup, en plus, après, il y a une vérif qui dure 1000 ans. Ça leur a totalement coupé les jambes aussi, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu fais pas une très bonne prestation collective dans le fond, je pense. Enfin, on s'est habitué à un tel niveau que là, on n'est pas. Enfin, je me dis pas, waouh, c'était notre meilleur match de la saison, loin de là, alors que c'était franchement un très bon. Enfin, ceux qui étaient sur le terrain te diront, ouais, non, ils nous ont éclaté. Mais pourtant, euh, t'as gagné largement, t'as globalement largement fait le travail. Et surtout, ce que je trouve super, c'est que t'as marqué des buts dans les temps forts adverses en fait. Euh, Brest commençait à pousser un peu avant la mi-temps, sortie de balle, bam bam bam, tu vas au bout et tu rentres au vestiaire avec 2-0. Brest revient très fort, pareil, sortie de balle, attaque fluide, but refusé. Ah, on peut repartir à l'attaque et allez hop, c'est reparti, on remet le pied sur le ballon, attaque rapide et ça met le troisième et là c'est terminé. Après, entre guillemets, on joue avec eux et ils font ce qu'ils peuvent pour revenir, mais bon. C'est assez impressionnant comment le PSG, sans faire le match parfait, fait un match d'une équipe très très sûre de sa force, je trouve. Et bon, si ça avait été un meilleur adversaire, je pense qu'il aurait fallu faire plus, mais inconsciemment, les joueurs auraient abordé aussi la deuxième mi-temps différemment. Mais vraiment, pour une équipe très très jeune, il y a pas mal de maturité malgré tout comme ça. On me dit c'est comme ça qu'on finit une saison invincible. Je pense que ça dépend aussi. Il y a une part de chance dans l'invincibilité, faut pas le nier. Mais c'est vrai que c'est une équipe au moins qui est proactive et qui prend son destin en main, et ça n'a pas toujours été le cas. Oui, Blaise, tu voulais parler un moment. Ou Daryl d'ailleurs, excuse-moi. Ouais, non, non, c'était par rapport à ce que tu disais là, justement, sur on va dire, le profil du match et comment on l'a abordé. Je pense qu'on peut pas décorréler l'état du terrain et aussi les mots qui avaient été employés sur la dangerosité potentielle du terrain pour nos joueurs. Donc, ce rythme-là, avec une possession très forte et une équipe de Brest qui, comme je le disais précédemment, avait l'impression, enfin, en tout cas, nous donner l'impression de s'accommoder de ce plan de jeu et d'être forcé de relancer de très bas. Et au final, comme tu l'as même dit sur le deuxième but et même sur l'occasion qui crée le penalty où, bah, la combinaison côté droit, ça va vite. Ça joue en une touche de balle. Les joueurs, ils sont proches les uns des autres. Ils sont plus, rassurés par la prestation de l'équipe et ils arrivent à enchaîner assez rapidement et les et ça a été, ouais, des moments où on est sorti, on a montré que techniquement
face à une bonne équipe aussi qui arrive à avoir des situations par du jeu, qui arrive à se créer des vraies occasions et à mettre en difficulté, un PSG qui est actuellement peut-être le plus fort depuis quelques saisons. Je trouve que ouais, le match, il a été préparé pour entrer à Paris avec un écart qui suffisait pour, avoir à gérer et tout dans la prestation, même après l'entrée des remplaçants où le rythme a encore baissé alors qu'il n'était pas déjà très haut. Je pense que ça a été voulu et plutôt bien abordé pour continuer et entamer surtout cette longue série de matchs sans avoir de blessés supplémentaires. Ouais. Daryl, est-ce que tu veux rajouter quelque chose un peu sur la façon dont on a géré la chose ou tu veux parler peut-être des choix de Luis Enrique sur ce match qui sont comme tu veux, tu choisis. Bon, non, je pense on peut passer à autre chose et parler des choix de Luis Enrique, hein. Allons-y, allons-y. Tiens, attends, juste une question sur la dit, vous Hmm. n'êtes pas inquiet sur le niveau des remplaçants? Bah non, c'est dans toutes les équipes que les Non. remplaçants sont moins bons que les titulaires. Et puis non, même. Enfin, hier, tu es sans Zaire Emery. Si tu dois faire rentrer un défenseur central, t'as encore Lucas Hernandez, t'as Beraldo. Devant, tu fais rentrer Kvara, qui est en pleine phase d'adaptation, mais qui pèse quand même un peu. Non, Lee, il va pas être tout le temps Non, nul et puis non il y a le plus. contexte aussi. Ouais, ouais, il y a le contexte, ouais. Enfin, là, je veux dire, on n'en attendait rien des remplaçants hier dans un match qui était déjà plié. Donc, c'est Non, sûr que s'ils avaient fait ça dans une situation d'urgence, ça aurait été problématique, mais et puis même pour eux. c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est dur de rentrer dans un match Oui, comme ça. Enfin, tu vois, bah oui. honnêtement, c'est une galère pour eux parce que bah ils voient bien que, allez, Kvara, il a une vraie chance de faire une différence, mais les deux autres, ils rentrent à un moment, bon, pas Non, mais c'est même, facile. Mm. c'est même, au-delà parce que tu as dit les matchs comme ça et je trouve que c'est même un marqueur des équipes qui tournent bien. Souvent en deuxième partie de saison, il y a un ou 2 joueurs, qui ont des impacts, je parle surtout des offensifs parce que derrière, au final, je pense que le commentaire, il visait pas, l'éventuel remplacement de Nuno par, enfin pas de Barcola par exemple, par Lucas Hernandez. Je pense que c'est plus au niveau des offensifs et c'est souvent un marqueur des deuxièmes parties de saison où les impact players, ils sont très rares. Il y a les 11, 12, 13 joueurs qui jouent, on va dire tous les matchs titulaires et puis un ou 2 joueurs qui viennent s'incorporer et dont un offensif dans les équipes qui vont au bout. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et nous, bah, pour l'instant, on a peut-être un peu ça. Et bon. Mais c'est vrai que sur un match comme ça où tu mènes 3-0, le reste de l'équipe est en autogestion. Bon, c'est comme ça. Non, les cartons sont pas remis à zéro après les huitièmes. Ils sont remis à zéro après les quarts de finale, exactement comme avant. Après, c'est aussi normal. Ça, Bah, non, mais je trouve ça normal, tu oui, vois. oui. Non, parce que sinon, c'est trop facile. Si tu remets en huitième à niveau après les huitièmes, tu te mets bien huitième aller, tu gagnes un peu largement, tu prends tous tes cartons, tu recommences à zéro. Bah non, c'est pas. Moi, ça me choque pas Bah, que t'as été moins ouais. bon que les équipes qui sont directement qualifiées en huitième dans la phase de championnat. Et bah t'as des handicaps en plus, c'est tout quoi. Non, moi ça me choque pas, tu vois. Oui, mais bon, tu les accumules quand même après un moment, les handicaps, hein. On va Ah bah pas, t'avais ils qu'à vont être pas meilleur, avoir. hein. Oui, oui, oui. Mais non, je comprends, mais non, c'est pas remis à zéro. Voilà. Après, l'UEFA, la première suspension, elle tombe au bout de trois cartons jaunes quand même. En théorie, trois cartons jaunes, c'est pas non plus. Enfin, ça se gère, hein. Il y a quand même des mecs Oui, dans oui, la ça se nouvelle. gère, on est d'accord. Il y a quand même des types. T'es suspendu au bout de trois cartons jaunes. Dès la quatrième journée de Ligue des Champions, t'avais des suspendus, par exemple. Jiménez, pour pas le citer, de l'Atlético, il joue pas au parc parce qu'il a pris trois cartons en trois matchs en faisant n'importe quoi. Ou c'était la cinquième journée, mais bref, il a pris un carton par match chaque match. Bon, voilà. Ah oui, Barcola qui s'est pris un carton jaune parce qu'il a glissé sur la pelouse pourrie. C'est pas très grave, il en avait jamais pris jusque-là. Je sais pas, Doué en a pas pris un aussi hein. Ah non, Doué c'était samedi, le vendredi Non, il y a précédent contre. Marquinhos qui en a pris un. Par contre, ça, c'est un peu plus gênant. Il l'a pris comment, Marquinhos déjà? J'avais oublié. Bah, il me semble, hein. Je dis peut-être une bêtise. Attends, je vais vérifier parce que moi ça me dit rien du tout. Marquinhos. Non, j'ai Barcola et Chardonnay. Ah, ok, bah c'est bon alors, tant mieux. Ouais, donc c'est Barcola. Bon, bah, oui, bon, Barcola, c'est sa glissade. Oui, c'est Il ça. était à zéro.
Donc ça va. Ouais, il en avait pas pris un seul encore. Non, parce que si Marquinhos en avait pris un, il se retrouverait sous la menace. Alors après, peut-être que j'ai. Non, non, pas Marquinhos, on me dit sur le live. Ok, Attendez, je vais ok, j'ai vérifier sur. halluciné. Non, non, mais c'est possible Oui, non, que mais des là, fois je tu. check, mais... Écoute, tu aimes Ah non, mais je le être vois pas. ivre devant les matchs, c'est ton problème, hein. Mais pour une fois, enfin cette année c'est bien, faut que tu poses cette boisson. Mais non, 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 en termes de carton ça va. Donc, les choix de Luis Enrique, finalement, bah tu avais tout bon dans la compo d'avant-match, bravo à toi aussi Blaise. Fabian plutôt que Gvara. Bon, tu vas pas être Ouais, surpris puisque bah ouais. tu t'y attendais. Bah non, non, bah oui, exactement. Pour moi, c'était assez logique. Guevara vient d'arriver, il est dans une phase d'adaptation et même si on sent qu'il monte en puissance. euh, pour moi, c'était sur une rencontre de Ligue des Champions, une rencontre à élimination directe. C'était un peu tôt et on néglige un peu ce qu'apporte Fabian Ruiz à cette équipe, notamment en matière d'équilibre, enfin, dans les déplacements et dans les compensations. C'est un joueur vraiment très important. Alors avec ballon, évidemment, des fois, il fait un peu péter des câbles. D'ailleurs, son début de match était un petit peu problématique, mais bon, ça reste un joueur bah, qui est important dans le groupe et dans l'équipe et qui connaît très bien, qui maîtrise parfaitement les principes de jeu de Luis Enrique, qui a montré qu'il était tout à fait complémentaire avec les autres milieux, mais aussi avec les autres joueurs autour. Donc, Nuno Mendes, par exemple, quand il s'agit de prendre la place de troisième centrale pour compenser, ou avec Barcola. Et puis, la ligne d'attaque Barcola, Dembélé, Doué, je pense quand même elle a démontré deux, trois choses. Et ça me semblait pas forcément le match idoine pour la bouleverser, alors que les trois on commence à trouver leur marque vraiment et à avoir des rôles assez clairs et voilà, ils s'entendent à la perfection. Donc non, pour moi, Guevara, c'était en plus même voilà au niveau physique, il est pas forcément encore à 100%. Et on s'amuse pas à mettre des joueurs qui ne sont pas à 100% sauf si on n'a pas le choix quoi, dans cette compétition. Donc voilà, c'était pour moi la composition était bah, du coup plutôt logique. Hein. Et comme bah, Blaise l'a dit, quand on commence à arriver à ce moment de la saison, généralement les choix privilégiés commencent à se dégager, même si on est une équipe qui fait beaucoup tourner. Bah, un peu comme l'année dernière, on sent qu'il y a des joueurs qui ont quand même leur place de façon très claire dans le 11 et il y a un équilibre vraiment excellent là qui se dégage, une dynamique collective excellente. Donc bon, dans ce genre de situation, généralement tu vas pour ce qui t'offre le plus de certitude. Et je pense que c'était le 11 qui donnait le plus de certitude. Ouais, ouais, ça peut être bien résumé, effectivement. Tu me dis sur là, finalement, Doué se fait sa place comme ailier alors que tout le monde le voyait dans le milieu à 3 dans l'axe. Alors, tout le monde, non. Mais en tout cas, oui, comme ailier à droite, il va falloir être chaud pour le déloger quand même, hein. Parce que il le tient bien son poste, il le tient très très bien même. Bah, depuis qu'il a intégré comment cette position en Ligue des Champions, c'est 3 matchs, 3 victoires. Et au bout d'un moment, c'est dur de sortir un joueur qui est bon, tout simplement. Donc, vraiment, le trio devant va falloir être très très fort de la part de Gvara, parce que c'est globalement le seul qui peut les bousculer pour changer les choses, quoi. Vraiment, on me dit depuis Lyon, non. Oui, oui, non, depuis Lyon, il est vraiment devenu titulaire, mais il est vraiment installé à droite en Ligue des Champions depuis le match contre City et avant, peut-être au Trophée des Champions. Euh, J'ai un doute. Bon, on verra. On me dit lui au milieu et Gvara en attaque, c'est pas mieux. Bah, on le verra peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, pour l'instant, Ligue des Champions, il joue devant et ça se passe bien. Oui, Blaise. Ouais, non, c'était pour poursuivre, sur, cette partie de terrain et donc l'intégration de Doué comme un vrai joueur et une vraie option pour, le côté droit et surtout pour avoir Doué
et Dembélé qui étaient les principaux concernés sur le poste. Et je me rappelle que au moment où il a commencé à intégrer l'équipe et même quand il montrait pas grand-chose, on discutait des bonnes choses justement qu'il pouvait faire sur le côté droit. Et aujourd'hui, ben, c'est totalement, c'est totalement des discussions qui ont été oubliées parce que en fait, ce qu'il fait, c'est totalement surprenant et bien adapté aux besoins de l'équipe et ça permet en fait d'intégrer et de libérer des joueurs, qui ont ces positions axiales, qui viennent encore plus, désorganiser les équipes adverses et leur système défensif avec, bah, que ce soit là, sur ce match-là, Hakimi et Joao Neves, ils ont pu bénéficier du fait de la discipline, de Désiré Doué qui était lui très écarté et surtout toujours aussi juste techniquement pour, servir de relais et surtout pour lui faire avancer le jeu avec ses qualités balle au pied donc, ouais c'est une trouvaille parce que on l'avait pas vu, en tout cas pas vu sur ce côté et surtout, c'est un joueur qui aujourd'hui arrive à surprendre des adversaires sans qu'il soit forcément le profil type de l'ailier et un joueur qu'on attendait plutôt axial donc la trouvaille elle est bonne. Les partenaires à côté arrivent eux, à s'exprimer de la meilleure manière donc je pense que, ouais, comme tu le disais, le déloger risque d'être très, très difficile. Ouais, après, il y a les blessures, les suspensions, ça peut aller vite, mais c'est vrai que ce jeune a pris la position en tout cas. On dit il Mais a en fait, été. Ouais, vas-y, excuse-moi. excuse-moi. Non, vas-y, Non, vas-y, j'allais dire vas-y. au moment d'intégrer Kvara. Je sais que et c'est un joueur vraiment que j'aime énormément, même peut-être un des jeunes en qui je fonde le plus d'espoir, c'est Barcola. Mais malgré, le fait qu'il continue à stater et c'est très bien pour lui qu'il continue à stater par la passe pour conserver sa place dans l'équipe. Mais je pense que si on devait, «faciliter l'intégration» entre guillemets de Kvara, ce serait plus, lui qui en pâtirait. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Euh, Sur les choix d'Luis Enrique, bon, finalement, il n'y a pas eu de truc. Non, il y a juste quelque chose qui m'a surpris un petit peu, c'est qu'il a fait 3 changements à 3 temps de changement différents, parce qu'on n'a pas fait de double changement. Et il a fait rentrer que 3 joueurs. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas. Alors, il aime pas donner des minutes pour donner des minutes, ça j'entends très bien. Mais pourquoi on n'a pas, je sais pas, Lucas Hernandez ou Beraldo ou même Mayulu qui joue quelques secondes, quelques minutes. J'avoue que je suis là, genre bon, c'est son groupe, hein, alors peut-être qu'il leur donnera beaucoup plus dès samedi à Toulouse, mais j'avoue, j'ai pas trop compris pourquoi dans une rencontre où tu mènes 3-0 au 66e, tu fais pas un quatrième changement, quoi. 3 changements seulement. Bon. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Mais je pense que en fait, dans son esprit, il s'est dit peut-être, enfin, c'est bon, là, je suis complètement dans la conjecture, hein. Mais je pense que il s'est dit que c'était en fait simplement, le match n'était pas terminé, quoi, et que c'était juste la mi-temps, et donc il n'y avait pas forcément lieu de faire ce genre de changement du style le match est plié, alors qu'entre guillemets, on est qu'à la mi-temps du match, quoi. Bon, je sais pas, c'est. Ouais, c'est bizarre. Tiens, on me dit. Moi, je pense aussi que il faut pas, négliger la partie, physique et surtout, il l'a dit il y a quelques semaines en conférence de presse, les temps de jeu qui sont donnés aux joueurs, il y a on va dire une planification plus globale et tu l'as dit par rapport à Toulouse, il y a la coupe de France qui arrive, mais je serais pas surpris que le temps de jeu aussi, dans la rotation, aujourd'hui que le match est presque plié, la confrontation est presque pliée, que ça soit intégré aussi et ça ait fait partie d'une volonté de «terminer» entre guillemets le match, dès l'aller. Ouais, une remarque est très juste sur live. On nous dit qu'il y a aussi plus de risques à froid avec la qualité du terrain. Ouais, non, c'est pas bête. On nous dit Asensio aurait pu servir dans un match comme ça pour garder le ballon. Guingor a même pu garder Asensio pour gérer le chauffage de la pelouse. On pouvait s'arranger, il y a pas de souci. Mais je crois que c'était pas plus mal qu'il ne joue pas. Il y en a d'autres qui ont largement son temps de jeu. On s'en passerait très bien de Asensio. Puis peut-être qu'on le reverra au mois de juin. Quelle chance! Sur la partie collective, globalement, on a fait le tour, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Mais c'est vrai que tout à l'heure, en revoyant des séquences du match, c'est là genre, ouais,
je considère désormais pratiquement comme acquis ce genre de prestations individuelles. Et en fait, t'es là genre, ça joue. En fait, c'est en lisant je me suis là genre, oh, bon, on fait un match quelconque. Et après, tu vas lire ce que les autres disent de toi, et donc notamment les adversaires. Et là, tu comprends qu'en fait, comme on dit, ouais, la richesse dans les séquences en jeu en phase placée, les relances depuis l'arrière, les renversements, la qualité technique permanente, Vitinha qui se balade et tout. T'es là genre, ah ouais, en fait c'est vraiment une bonne équipe. Hein. C'est peut-être ça une vraie bonne équipe. Tiens, question très intéressante. On me dit, Fino, c'est meilleur PG depuis quand? Alors, il y a les résultats bruts, il y a le talent. Collectivement, je pense que c'est la meilleure équipe du PSG depuis 2015-2016 dans son expression collective. Où le PSG était très fort avant de dérailler parce que il n'avait pas l'effectif à l'époque. On a quand même tenté de faire une saison avec 4 milieux de terrain, donc évidemment ça s'est mal fini, sachant qu'on jouait à 3, dont un qui avait déjà 32 ans. 2018, 2019 avant Manchester. Non, franchement, 2018-2019, moi je sais que c'est une saison où je trouve qu'on ne jouait pas bien du tout. Avant PSG Liverpool, on est même Non. complètement à la rue. On gagne les matchs Bah, au en fait, talent, oui. voilà. Ouais, c'est ça, on gagne au talent avec au talent des joueurs et de Tourelle qui changeait. Mais il faut se rappeler qu'il changeait à chaque fois que enfin, il faisait rentrer un joueur ou il faisait un changement de dispositif tactique à chaque mi-temps quasiment, ou enfin, Mm. Ouais, vers la 60e, et c'est ça, il renversait le cours des rencontres comme ça. Mais c'est bien que les rencontres n'étaient pas très abouties avant, quoi. Non, il y a eu une période aussi vers décembre 2019 ou décembre 2020 quand on passe en 4-4-2. Bah ouais, c'est ça. Après Liverpool, il y avait Bah oui, Manchester. Là, par contre, on envoyait un peu du petit bois, mais ça a pas duré longtemps. Ça a duré le 2 mois, 3. 4-4-2, oui. Ouais, voilà, le 4-4-2. Non, les 14 on dit sur live, les 14 victoires d'affilée, c'était un énorme écran de fumée. On jouait pas très bien, on était à l'arrache à chaque fois. Mais quand t'as Mbappé qui revient à la Coupe du Monde avec gonflé à bloc, Neymar qui était en forme, Cavani qui mettait des buts, forcément là, en Ligue 1, tu te balades quoi. Évidemment, évidemment. Mais sinon, ouais, donc 2015-2016 de Laurent Blanc est une équipe très forte, collectivement très très forte. Et sinon, je remonte carrément, putain, limite vaïd de 2003-2004. Hein. Dans l'expression collective, dans ce qu'elle dégage d'équipe, de collectif, on me dit sur live, une personne sur live disait tout à l'heure, ouais, on n'a jamais eu ça avant. Franchement, je suis pas loin de penser pareil. Hein. Vraiment, un niveau de Sur collectif QSI, sous QSI, et ouais. même avant QSI, du coup, bien évidemment. Donc, ouais, c'est Ah clairement, non. oui, on n'avait jamais vu ça. Oui. Mais même Après, faut- là, le projet de jeu de Luis Enrique est quand même extrêmement ambitieux, hein, parce que on n'a pas vu ça au PSG, mais même ailleurs qu'au PSG, j'ai pas souvenir d'une équipe avec en fait autant de permutations dans tous les sens, vraiment des offensifs où absolument tous peuvent finir n'importe où, quoi. Enfin, il faut mm, rajouter à ça les ouais. milieux et les latéraux. Enfin, Mais tu vois, après, faut quand même bien être conscient que cette équipe est collectivement un régal à voir jouer parce qu'elle joue ensemble, elle se déplace ensemble. Il y a vraiment une notion de sport collectif qui est très très fort. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que tu la mets contre le PSG de 2019-2020, par exemple, elle gagne. C'est pas pareil, c'est autre chose. Parce que des fois, tu vas être battu par un adversaire qui en une action va te mettre un but, ou qui en une action va te faire expulser un joueur et tu te retrouves à jouer tout le match à 10. Vous voyez ce que je veux dire? Neymar et Mbappé, et des fois on était nuls, et puis bah ils te mettaient deux coups de cuir, tac tac, hop, t'es mené 2-0 parce qu'ils t'ont mis deux buts, hop, bah voilà, c'est pas parce que t'as le meilleur collectif que tu gagnes le plus à la fin. Le champion d'Europe actuel, le Real Madrid, qu'on me dise pas que c'est la meilleure équipe collectivement de la Ligue des Champions l'an dernier. Hein. Et vu le nombre de fois où ils ont été dominés, mais par contre, ils ont les joueurs qui font du bien, tout ça. Donc collectivement, je pense que on n'a jamais vu ça au PSG. Ça, voilà. Mais après, c'est pas forcément la meilleure équipe de l'histoire du PSG non plus. C'est un peu dans ce sens-là que je dis. Oui, Blaise. Ouais, non, c'était pour dire exactement ce que tu as dit en conclusion. Je pense que, en tout cas, moi, de mes yeux, et j'avais, exactement les mêmes exemples, que ce soit 2015-2016 et 2003-2004, et en plus, c'est marrant parce que c'était déjà dans un style très différent, puisqu'on parlait de cohésion et d'état d'esprit, collectif. Mais oui, c'est vrai que là, ce qu'on voit sur la période, et même déjà dans ce qui avait été initié, parce que
dans ce qui a créé aussi l'affection, parce que derrière tout ça, il y a aussi l'affection envers ce groupe, envers ce coach. C'est que dès le départ, on a senti au-delà de la petite période là d'octobre-novembre où il y a eu l'air d'avoir un petit peu de la rébellion parmi les enfants. Mais je trouve qu'on a très vite senti que cette combinaison était un peu différente avec, pour une fois, moi, c'est ça où je vois un marqueur, très fort et différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est que on voit des joueurs qui progressent dans la saison. On a vu Mbappé, revenir comme tu le disais en 2018 où en fait, il revient, il a peu de vacances. Je sais même pas s'il s'était réellement entraîné avec le groupe, mais il est jamais allé aussi vite et il a jamais été aussi confiant. Donc les différences étaient faites avec en plus un Neymar qui était revanchard d'avoir, eu cette, 1re blessure au pied. Donc je pense que et c'est aussi préparer la suite du chemin en Ligue des Champions. On va sûrement perdre à un moment, mais ça voudra pas dire que cette équipe et ce qu'elle est en train de créer n'est pas de qualité parce qu'on on fait un peu la fine bouche et c'est vrai que c'était qu'une opposition contre Brest. Mais moi aussi en regardant certaines séquences et vraiment je le dis, si vous voulez, pas vous faire le match entier, mais juste, revoir enfin passer un bon moment. Vous prenez 35 minutes, vous regardez les 35 premières et en fait, vous voyez la qualité et surtout la marge de progression que cette équipe peut avoir, avec le développement et les quelques pièces qui seraient ajoutées, les années prochaines. Ouais, ça fait rêver. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est que Mathieu qui est pas là parce qu'il a pas pu voir le match en entier, donc il m'a dit je vais pas venir commenter un match que je n'ai pas vu en entier. Disait l'autre jour sur un autre support, ouais en fait cette équipe, même si on est éliminé en huitième quelque part, c'est pas très grave parce qu'ils sont tous tellement jeunes que si c'est pas cette année, tu reviendras l'année prochaine encore plus fort parce qu'ils auront pris de l'expérience et ainsi de suite quoi. C'est que quelque part t'es encore au tout début de cette équipe parce que à part Marquinhos, t'as que des joueurs jeunes. Hein. Marquinhos va avoir 31 ans, et sinon les deux plus vieux, ça doit être Ruiz et Dembélé qui vont avoir 28 ans. Donc autant vous dire que c'est vraiment une équipe très jeune. Neves, il a 20 ans, enfin bref, on va pas tous les refaire, mais c'est une équipe qui va encore beaucoup changer, beaucoup mûrir. Euh, et l'année prochaine, elle va être encore meilleure. Alors que déjà, on se dit, ouais, collectivement, ça envoie quand même pas mal. Donc, oui, Hernandez, mais Hernandez, je le compte un peu à part. Il s'est fait 2 fois les croisés, il avait déjà du mal avant la blessure. Aujourd'hui, il n'est pas titulaire, donc bon, je le mets un peu de côté. Euh, donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge, et c'est ça qui est à la fois super intéressant et qui est peut-être un peu frustrant parce qu'on se dit c'est peut-être en ce moment qu'il y a de la place pour aller la gagner avec des champions et que ce sera pas forcément le cas. On verra en tout cas. Le PSG sera en théorie au rendez-vous des huitièmes et on va pouvoir parler des perfs individuels, parce qu'on a largement fait le tour de la prestation collective et un peu du reste. Merci à Roomix pour le live, n'importe quoi. Pour le sub tout à l'heure, pendant qu'on était en train d'évoquer la performance collective en général. Blaise Daryl, est-ce que vous voulez dire un mot de Donnarumma? Est-ce que Daryl, tu t'es dit, mais c'est pas possible, il rechute quand il nous a allumé à 1 mètre de lui, Ludovic Ajor. Non, il m'a rendu fou. Il m'a vraiment rendu fou. Je me suis dit, c'est pas sérieux. Après, j'ai passé mon temps à lui tresser des lauriers sur son jeu au pied dernièrement. Voilà, je n'ai pas taillé d'éloge à son sujet. Et là, match européen, premier match de la phase à élimination directe, une dinguerie. Et puis une dinguerie folle. Hein. Déjà, au moment où on le voit commencer à faire des pas de recul avant de faire sa passe, on se dit ça sent mauvais. Et là, il y a ce ballon contré oui, on s'en sort bien. Voilà, la chance, ça contribue d'ailleurs à la chance qu'on a eue sur ce match. Et bon, ça ternit en plus après un peu la vision qu'on a de sa prestation parce que derrière son match est bon. Hein. Il y a pas derrière, il y a pas grand-chose, mais il y a un moment une petite passe sous pression et la passe est bonne, hein, mais en fait, comme elle passe pas loin d'un adversaire, on se met à trembler alors qu'en fait, c'était plutôt maîtrisé.
Donc c'est dommage. Bon, heureusement là c'était Brest et puis c'est pas il y a pas eu il y a pas eu de sanction derrière, donc tant mieux. Mais malheureusement c'est le genre de choses qui font que bah il y aura toujours des doutes à son sujet en Coupe d'Europe et il faut absolument qu'il gomme ça quoi. Après, pour le coup, une personne sur la live me parle du terrain le concernant, je pense que c'est vrai, Oui. mais l'erreur qu'il fait, pense qu'il peut ne pas la refaire celle-là. Parce que c'est un cas où en fait il est rarement confronté à ça, à savoir un joueur qui arrive depuis l'axe et qui l'isole un peu. Et en fait, et là il se retrouve dans un cas où il n'a pas l'habitude. Et normalement, s'il veut faire cette passe-là, il faut il réengage son corps vers l'avant pour effacer à Jork et ensuite trouver Ouais, faut Pacho. avancer, ouais. Et après tu fais la passe, Voilà. ouais, ouais. Mais je pense que ça, vu comment il a réussi à progresser au pied dans sa compréhension tout, parce que moi je pense qu'il fait vraiment un super match hein, à part cette erreur. Je- c'est pas un truc où autant les sorties aériennes j'aurais toujours des doutes dans la lecture des trajectoires tout ça, autant sur le jeu au pied pour moi c'est une erreur qui peut ne pas refaire avec un peu de travail quoi. Mais Mm. j'avoue, j'étais là genre mais qu'est-ce qu'il a fait quoi. Qu'est-ce qui lui était passé par la tête. Bon Ouais, après c'est bien c'est il a pas fait n'importe quoi, il a pas perdu confiance au pied pour la suite de la rencontre et ça c'est quand même plutôt oui, c'est positif. vrai. Bon. Et non, j'avoue que quand l'ami DJ nous a fait ça, j'ai explosé de rire. Au début, j'ai été perplexe et après, j'en rigolais au ralenti. Mais si on avait pris ce but, j'aurais pas rigolé beaucoup quand même. Voilà. Blaise, Daryl, on a fait le tour sur Didio. Est-ce que vous voulez commenter un des défenseurs, que ce soit Marquinhos, Hakimi, Pacho, Mendes? Blaise, tu en as un dont tu veux parler ou pas? On t'écoute. Ouais, je vais parler rapidement d'Hakimi Vas-y. parce que, c'est un joueur où on sent qu'il y a actuellement de la gestion sur lui, donc aussi des interrogations parce qu'au final, quand il joue, et il joue les gros matchs, il y a moins de qualité, on va dire, dans l'ensemble, même s'il y a toujours la même disponibilité, des mêmes courses. Un En tout cas sur le terrain d'hier, une impression, d'un joueur un peu plus en difficulté, sur la rapidité des courses, mais sur sa générosité et sur le fait qu'il ait contribué à la désorganisation adverse, il a toujours ce même rôle. Après, je trouve qu'on a, en tout cas pour, ce que j'ai pu lire, un peu surfait sur ses difficultés techniques où lui, pour le coup, on le sait pas toujours très fiable et quand on a noté son regain de forme à ce niveau-là, on a toujours aussi relativisé parce qu'il nous avait pas habitués sur des longues périodes à avoir cette fiabilité-là. Je pense que l'état du terrain n'a pas dû aider à le mettre en confiance et même si, comme je disais, aussi sur le premier but, il a cette justesse pour jouer en une touche et accélérer le jeu et même, à d'autres moments, il a réussi à se sortir d'une situation qui aurait pu être compliquée par sa technique donc, je trouve que c'est un joueur qui doit être géré sûrement, mais qui, là, pour le coup, a continué sur sa bonne lancée de sa saison. Un bon match où il a pas eu à forcer, où il a pas, totalement été mis en difficulté, même si quand des actions sont arrivées, côté, bah, par notre côté droit et donc côté gauche, brestois, c'était beaucoup parce que, comme je le disais tout à l'heure aussi, il y avait les lancements de jeu très, très rapides de Brest et donc lui qui, par son positionnement naturel, quand on a le ballon, bah, n'est pas en position donc, le temps qu'il revienne, il y a parfois eu l'impression de danger et autres et au-delà de son son incroyable, sortie de balle, du pied gauche qui touche le poteau, défensivement, je ne l'ai pas non plus trouvé, vraiment en difficulté face, aux Brestois donc, bon match. Il nous a habitués à mieux, mais je pense que et je continue à penser que c'est un joueur très important pour la réussite du PSG. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que on me dit sur live, il avait pas une gêne à la cuisse. Bon, c'est pas trop ce qu'il a. Ça a été à la fois confirmé, mais il a jamais été d'aucun point médical. Visiblement, ça tire un peu. Moi, je suis surpris, par exemple. Bah, enfin, il y a plus pas. On peut se demander qui aurait pu jouer à sa place. Mais par exemple, je suis surpris qu'il ait joué tout le match sur un terrain aussi compliqué à Guingamp mardi après-midi, quoi. Donc, bon,
On va voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il va pas être au repos samedi ou mercredi prochain? À voir. Mais c'est vrai que le terrain, c'était pas génial. Et j'ai aussi l'impression qu'il était sur la partie du terrain la plus compliquée. Ce côté droit là. Vraiment, les côtés du terrain étaient dans un très mauvais état. Et comme s'il avait peur à la fois de se blesser, de perdre la balle et tout ça. Donc ça lui a pas rendu service, à mon avis. Je sais pas si Daryl va rajouter quelque chose sur Hakimi, je pense qu'on a un peu fait le tour. Il n'y a pas non plus 1000 trucs à dire sur son match. Juste un mot quand même de mon côté sur Marquinhos, parce que Ah bah voilà, parfait. Bah J'allais y aller, mais vas-y, ah non, parle-en. bah Non mais c'est bien, il a fait un bon match, franchement, ah, il a fait un match sublime, moi j'ai trouvé même. C'est je pas suis juste un d'accord. bon match. Ah, moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment excellent. Il a éteint à peu près tous les feux. Il a été auteur de beaucoup d'interventions pleines d'à-propos, tranchantes. Il a été costaud au duel, même face à Ajorc dans les airs, il a pas du tout été ridicule. Euh, il y a des sauvetages un peu in extremis. Genre, je pense par exemple à son intervention là, bah, juste après notre premier but, hein, juste après le penalty de Vitinha, où il y a un centre bien dangereux. Ajorc passe pas loin et avait encore, je pense, Sima derrière. Et il coupe et il met le ballon en corner. Non, là, j'ai trouvé que c'était vraiment une prestation dominante, très sérieuse de leader défensif. En plus, avec ballon, bah, il a été très propre au sommet. Ça, c'est habituel. Il fait rarement d'erreurs dans ce niveau-là. Donc, non, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un très gros match de sa part et que on aurait pu avoir une lecture un peu différente de cette rencontre s'il n'avait pas été aussi dominant pour couper des feux, enfin, pour Mm. éteindre les feux et vraiment euh, en fait tuer dans l'œuf des situations qui auraient été vraiment problématiques, quoi. Donc non, non, très 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 bon match de Je te Marquinhos qui a rejoins. été à mon sens le meilleur de la ligne défensive. Mais c'est marrant, c'est que je vous raconte ma vie un peu. Bon, c'est pas très intéressant. Hier, on se décide de faire des notes sur le match et tout ça. Et je fais bon, je vais les faire rapidos parce que même si j'aime pas trop ça, je sais que pour la Ligue des Champions, ça fait plaisir à certains. Et je vois, je fais mais Marquinhos fait un super match. Pour moi, c'était évident qu'il allait 8 quoi. Et je mets ça, et puis après, une demi-heure plus tard qu'on publie le truc rapidement, tout ça. Et puis je suis dans le jus de l'après-match, je fais des réactions, de tout ça, tout ça. Et je tombe sur le site de l'équipe pour aller vérifier un truc. Et je vois leur note, je vois Marquinhos 6 et je fais mais je suis zinzin, je l'ai fantasmé comme quoi il a fait un super match. Donc après je pars voir le Parisien pour vérifier, je suis ah tiens, eux aussi je sais plus combien ils leur ont mis, 7,5 ou 8, je fais bon c'est bon, je suis pas zinzin. Je redemande à une autre personne de l'équipe qui note et qui me fait non non, t'inquiète, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, il a fait un super match. Donc j'ai été rassuré, je n'ai pas regardé Marquinhos avec les yeux de l'amour. Et surtout que je suis quand même pas le moins critique avec lui. Mais non, vraiment le retrouver à ce niveau-là, ça fait plaisir. Parce que c'était. En fait, il n'y a pas de... Ouais, excuse-moi. Non, non, mais je Il y a disais pas que. d'intervention hyper spectaculaire, en fait, et c'est Mais ça, c'est à mon constant, avis, quoi. qui... Oui, c'est ça, il est constant dans l'excellent, et donc, bah, du coup, ça paraît un peu normal. C'est un peu comme, toute proportion gardée, un peu comme Thiago Silva, qui avait banalisé un peu le très haut niveau. Il était tout le temps, tout le temps, tout le temps à un niveau exceptionnel. Et à un moment, en fait, on se dit que c'est normal, mais parce que ça, c'est aussi un peu le poste qui veut ça. C'est globalement, en fait, un très bon un défenseur qui réussit son match. Bah, si l'équipe en plus à côté fait une bonne prestation, bah, en fait, on le voit. Il a pas, on le voit, il doit gérer très peu de situations très chaudes ou en tout cas vraiment très très visibles, enfin voilà, ostensiblement dangereuses quoi. Donc là, c'est un peu le cas pour Marquinhos sur ce match et donc comme il n'y a pas d'action vraiment flamboyante, bah il y a Ouais, non, ça doit être ceux qui ça. ne font pas très attention le notent mal, mais pour le coup, son match est vraiment très bon. Ouais, et puis ça a pas toujours été le cas. Et de mémoire, à Stuttgart, il est très bon aussi. Enfin, j'en ai un bon souvenir à Stuttgart. City,
ça va à peu près. Donc non, c'est bien. Il fait des deuxième période contre Monaco, très bien aussi. Alors après, si j'étais de mauvaise foi, et des fois je peux l'être, je dirais c'est bizarre entre Monaco là et Brest. C'est juste après le passage du staff du Brésil au campus PSG. C'est bizarre, hein. Peut-être qu'ils lui ont dit, dis donc, PVR, va falloir te bouger un peu si tu veux être titulaire parce que on voit tes matchs et c'est peut-être pas suffisant tout le temps. Donc, est-ce lié ou pas? Mais je sais que le Brésil, il y avait deux assistants de Dorival qui étaient à PSG Monaco et qui étaient le lendemain au campus pour parler ensuite avec lui et avec Luis Enrique. Donc, à voir si cela a motivé le capitaine, mais en tout cas, ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là. C'est qui la concurrence en sélection? Bah, alors, faut compter les non blessés. Donc, Militao, je sais, bah non, Militao il est reblessé, Bremer il est blessé, Gabriel de Arsenal, normalement ça va être lui qui va faire la charnière avec Marquinhos lors de la prochaine trêve. Et puis il doit avoir un mec ou deux comme ça. Beraldo, on peut pas vraiment le considérer comme un concurrent, donc voilà. Mais bon, et Il oui, y a un mec à Forest, là, ah oui, dont Murillo, le nom excellent, m'échappe. excellent Oui, Murillo. C'est vrai Murillo. que Mm. lui il fait une très très grosse saison. Mais bon, donc ouais, Marquinhos, ça intéresse à se bouger un peu parce que c'est vrai que quand Militao et Bremer étaient en forme, c'était les deux ensemble et lui sur le banc de touche. Et Gabriel lui était aussi passé devant. Donc il a du travail et il doit faire mieux. On voulait rajouter quelque chose sur Pacho, Nuno Mendes ou autre. Moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur leur match, mais si vous avez quelque chose à rajouter. Non. On va pouvoir parler des milieux de terrain parce que là il y a beaucoup plus de choses à dire. Et je ne sais pas ce que le Portugal met dans les biberons des enfants, mais que ce soit Vitinha ou Neves, surtout Vitinha. Enfin, on a passé la première mi-temps à dire, enfin, bonne partie, que le terrain était pourri. Et Vitinha, le terrain, lui, non, non, je comprends pas pourquoi vous êtes gêné, quoi. Non mais, bah, vraiment, à quel point il s'est baladé sur ce champ de patates, c'est impossible. Enfin, techniquement, ça montre un peu toute la qualité et la finesse du joueur. Parce qu'il a joué comme d'habitude, hein. On voyait Hakimi un peu gêné, on voyait Barcola gêné, Fabien Ruiz, j'en parle même pas, le grand échalon, c'était Bambi sur la glace. Mais Vitinha, non, aucun problème. Non, mais vraiment, quand il a passé tout le monde en revue, comme on me dit sur live, l'action elle est incroyable. Il part, il voit que Brest coupe les lignes de passe, il fait, bon bah c'est pas grave, on va dribbler alors. Et puis poup, 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 il passe entre tout le monde. Le Ajorc se fait déposer, mais bon ça c'est normal, vu le gabarit qu'il a, c'est pas le plus dur à dribbler. Mais ensuite, je crois que c'est Magnetti et Camara qui se font effacer, laisse Melou aussi. Donc, non, vraiment une partie encore éblouissante. Et moi, vraiment, surtout, je trouve la prestation technique sur un terrain aussi compliqué est vraiment extraordinaire. Vraiment très, 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 très fort. Donc, oui, c'est vrai que la passe après cette action est pas terrible, mais bon, la percée à elle seule, je comprends qu'il était en manque de lucidité après une course pareille. Blaise Daril sur Vitinha, je vous laisse rajouter quelque chose. Euh, Moi, je ne sais plus quoi dire, mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir enfin redevenir le Vitinha de la deuxième partie de saison, deuxième partie de saison dernière. Oui, de Blaise, vas-y, je t'en prie. Ouais, non, mais ça fait très plaisir et c'est surtout très plaisant parce que, ouais, comme tu l'as dit, l'état du terrain, quand le ballon arrivait à ses pieds et peu importe la qualité des ballons donnés par ses coéquipiers, ça avait en tout cas, ça n'avait pas l'air du tout de le gêner et sa prestation technique dans une équipe déjà qui regorge, je trouve quand même de qualité technique, c'est c'est à noter et à considérer pour un joueur qui, bah, lui aussi, doit devenir avec en plus la prolongation de contrat, un vrai leader de cette équipe donc je sais pas jusqu'où il peut aller, mais on savait déjà qu'il était difficile à presser quand, il avait, enfin, il était assez bas sur le terrain parce qu'il se déplace beaucoup, il touche très souvent le ballon et il est dangereux, pardon. Il est dangereux par la conduite de balle comme la conduction, comme dirait, Mathieu et par la passe parce qu'il arrive à voir vite malgré tout, même si on peut parfois lui reprocher une certaine frilosité.
Mais si en plus il rajoute cette composante physique, parce que pour faire le nombre de courses qu'il fait, résister aussi aux impacts, parce que il a une protection de balle qui s'améliore et qui en fait vraiment un joueur très très fiable quand il faut relancer. J'ai pas l'impression que ce joueur-là sera un problème dans les grandes soirées. Donc, ouais, non, très, très positif ce qu'on a pu voir. Je te rejoins totalement sur la deuxième partie de saison. Donc, on lui demandera lui aussi ce qu'il a mangé à Noël, mais en tout cas, c'était de très bonne qualité. Pâté de nata de grande qualité. C'est vrai que Luis Enrique, qui est très réservé quand il faut parler des joueurs, parle en des termes très positifs de Vitinha. Quand il dit joueur parfait pour notre équipe, super milieu de terrain, en général, vous l'interrogez sur un joueur, il va vous dire une phrase positive et après il va remettre tout le groupe en avant. Et pas avec Vitinha. Avec Vitinha, il fait des réponses complètes, un peu comme avec Doué d'ailleurs. Bizarre. Peut-être qu'il y a des chouchous dans le groupe en fait. Après, ils sont bons et ils courent, donc il peut rien leur dire. Et en plus, ils se plaignent Et, pas et quand. ils font des contrôles à moins de 1 centimètre, hein. En plus. Non, mais voilà. C'est vrai que certains joueurs sont peut-être plus appréciés que d'autres par Luis Enrique. Mais bon. Non, plus sérieusement, ouais, la façon dont il en parle en des termes très positifs, je crois que c'est une personne sur le forum tout à l'heure qui en parlait, qui disait, ouais, c'est peut-être aussi pour lui donner confiance en lui, parce que c'est pas toujours un joueur qui a eu confiance en lui au PSG. C'est possiblement ça, mais en tout cas, on sent dans les propos du coach une vraie affection pour le milieu de terrain parisien. Daryl, est-ce que tu veux parler de Vitinha? Est-ce que tu veux parler de Neves? Est-ce que tu veux parler de Fabian Ruiz? Est-ce que tu veux parler de Lee Kangin? Quoique Lee, on en parlera peut-être après. Non, là, ça va aller. Mais non, non, mais vous avez tout dit sur Vitinha, hein. Dans D'accord. votre sens. Non, tu Il a veux été parler de, vraiment de, sensationnel. Bah, de Neves ou Neves, de je pense qu'on Ruiz? peut pas. Eh ben écoute, parlons Ouais, de ah ouais, parlons Joao. de Neves avant. Ouais. Ah ouais, bah, lui aussi, il a été absolument sensationnel, hein, un peu comme contre City, bon, c'est Stuttgart aussi d'ailleurs. Enfin, il est vraiment monté en puissance, je trouve, dans cette Ligue des Champions là. Et son volume, moi, ça m'impressionnera toujours. Il a une vraie hargne. C'est un joueur vraiment complet. En plus, je trouve qu'il a gagné en influence vraiment sur un peu toutes les parties du terrain. Là, maintenant, on le voit beaucoup plus. On le voit plus souvent aux avant-postes sur la situation du péno. Il est dans la surface à combiner avec Dembélé. Il distribue aussi pas mal de caviar en deuxième mi-temps. Là, les grosses occasions loupées un peu scandaleusement par Dembélé et Barcola, c'est lui qui est à la place. À la récupération, c'est vraiment c'est très 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 solide. J'ai alors je sais pas si la stat est bonne, mais je crois que c'est le meilleur récupérateur de Ligue des Champions. C'est possible, J'ai hein. cru voir passer ça, mais J'ai un peu de doute parce c'est qu'il a pas joué tous les matchs non plus. Mais c'est vrai que ouais là, ça lui fait 9 matchs. C'est possible, ouais. C'est possible, c'est possible, ouais. Attends, je vais aller ouais vérifier si tu veux continuer à parler. ouais. Mais donc voilà, c'est un joueur vraiment vraiment extraordinaire qui a à peine 20 ans. Enfin, il dégage une maturité folle. Il avait un peu ce petit côté foufou en début de saison, mais là, ça s'est vraiment estompé. Maintenant, c'est que, enfin, je trouve toutes ces courses et tous ces choix très à propos. Et puis, il y a toujours en plus une vraie justesse technique. Moi moi, je le connaissais pas forcément très bien avant qu'il arrive chez nous, et donc je le voyais un joueur bien plus positionnel, mais absolument pas, quoi. C'est vraiment un milieu tout-terrain et voilà, son duo avec Vitinha, je pense que bon, alors ça sera un peu conditionné évidemment par la suite du parcours en Ligue des Champions, mais bah, à l'heure actuelle, je pense que c'est un des meilleurs duos d'Europe, hein. On peut l'affirmer sans vraiment trop se tromper, hein, et sans que ça passe pour de l'enflammade, hein. Bon, Ouais. je trouve vraiment ces deux joueurs
absolument sensationnel. Et maintenant qu'en plus ils accumulent les minutes en cible, alors là où il y avait peut-être un peu des doutes et des limites un peu perceptibles par rapport à leur complémentarité, là c'est plus du tout le cas. Non, mais t'as raison, c'est vrai c'est pas, moi je la trouve pas à la stade des ballons récupérés. Pour moi, le numéro un c'est Yin de l'Atalanta qui est à 73 et Joao il est à 44. Mais ça fait partie des Ah bons oui, milieux de bah ok. terrain. Non, non, mais ça fait partie des milieux de terrain bien. Parce que devant lui, il doit y avoir Florentino là, de Benfica, De Roon de l'Atalanta, et j'en ai vu De Cooper, mais lui c'est un joueur de côté. Ça doit être le quatrième ou cinquième milieu qui a récupéré le plus de ballons. Donc Ouais. c'est une très bonne stat hein, quand même. Hein. Donc voilà. Après c'est vrai qu'il a joué 9 matchs, mais il a pas joué toutes les minutes non plus. Donc c'est normal qu'il soit pas tout en haut. Non, non, mais voilà, ouais, qu'est-ce que je vous dis? La complémentarité entre lui et Vitinha devient vraiment intéressante. Donc ça va dans le bon sens. Et c'est vrai que bah, lui, je trouve que ça va un peu dans la prestation collective, ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as l'impression qu'il fait un match, bon, il fait un bon petit match, quoi, mais rien de foufou. Et en fait, quand tu regardes, en étant moins zoomé sur le PSG, quand tu regardes ce qui se fait un peu ailleurs, tout ça, tu te fais ah ouais. En fait, il a encore fait un très très bon match, quoi. Donc pas mal. Ah oui, peut-être premier au ratio du temps de jeu sur la récupération. Ça, c'est bien possible, effectivement. Mais en tout cas, ouais, c'est la complémentarité. On s'inquiétait à un moment. Aujourd'hui, c'est plus trop un souci. Ça s'entend très très bien et ça devient assez naturel. C'est fou, quoi. C'est vrai que, comme le dit sur live, il est déterminant dans toutes les zones du terrain. Hein. Et il a le volume pour courir partout parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a un moment, il était sur le premier but, il est dans la surface. Hein. C'est lui qui frappe avant que Dembélé provoque la main de Lesmelou. Il y a des moments, il est devant la surface à gratter des ballons. Il est dans la sortie de balle côté gauche et puis tu le retrouves côté droit à la fin de l'action. Non, vraiment, joueur très 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 fort et qui t'habitue à un niveau de performance minimale qui est assez bluffant quand même. Bon. Je sais pas si Blaise veut rajouter quelque chose sur Neves, si vous voulez évoquer rapidement Fabien Ruiz ou si on passe à l'attaque. Merci Scootly, j'ai pas honte de le dire. Je crois qu'il n'y a pas besoin de Scootly pour jouer au Neves. Hein. Tu vois 3 matchs et t'as compris. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'a que 20 ans. Oui, Blaise, tu veux rajouter quelque chose? Non, vraiment un vrai très très bon joueur en devenir et même déjà actuel. Et ce que vous avez pu dire, je le partage D'accord. totalement. Quant à Fabien Ruiz, non, j'ai pas grand-chose à dire. On l'a dit déjà, je crois que c'était Daryl qui l'avait dit en début de podcast que les pertes de balles de Fabien Ruiz en début de match avaient été préoccupantes. Après, pour le coup, son match, il est pas mauvais non plus le restant de son match, mais il n'y a rien de grand à dire. Non, non, il est vraiment très en difficulté sur le début de rencontre, à un point surprenant même. Mais il y a un truc qui est fou, c'est que par exemple, il fait la première mi-temps, il y a pas grand chose dans sa mi-temps de positif. Et bah il est sur les 2 buts quand même, parce que c'est lui qui fait peut-être la passe la plus décisive de l'action qui mène au penalty. Le petit décalage qui permet à Dembélé de frapper la première fois dans la surface, c'est lui qui le fait par exemple. J'ai revu ça au ralenti après, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Et après c'est lui qui recommence, qui fait la relance, mais sa mi-temps elle est pas terrible. Je trouve que juste il y a un truc qui est intéressant dans sa mi-temps, c'est que il tente pas de forcer et il se met ensuite à défendre assez vite pour aider Nuno Mendes. Et ça, je me dis, c'est bien, c'est que il a bien compris qu'il n'était pas dans un grand jour techniquement, et il tente pas de surjouer à compenser je sais pas quoi. Et là, je fais, c'est bien, reste à ta place, parce que t'es pas le plus talentueux de l'équipe, et clairement, il le sait, hein, je pense qu'il est très au courant de ce qu'il sait faire et pas faire d'ailleurs. Mais Nuno avait plus besoin d'aide que Joao Neves et Vitinha n'avaient besoin de toi, donc il s'est concentré sur ça. Ah, je suis d'accord, ça fait pas grand chose pour sauver une mi-temps. La deuxième mi-temps est plus consistante, mais je m'attendais pas à le voir défendre comme ça. Euh, Ça m'a surpris, je trouve ça bien de savoir d'avoir des joueurs comme ça capables de se mettre dans un autre état d'esprit, sur un mode très différent pour les besoins de l'équipe. Quoi. Mon petit palmarès de Fabien Druis, je suis nul, mais au moins je sais que je suis nul. Fabien Druis, ça doit faire partie des allez, 6, quoi, 5, 6 joueurs qui ont gagné une compétition internationale en portant le maillot du PSG. Alors avec l'Espagne, certes, mais en étant un joueur du PSG. Mais c'est pas un joueur nul, non. Non, C'est un ça, joueur très intelligent et justement ce que tu dis sur le fait qu'il arrive à prendre la mesure de sa condition du soir et s'adapter et surtout à toujours jouer. Luis Enrique dont on vante,
très souvent les qualités, que ce soit nous et de plus en plus d'observateurs, quand ils le font, c'est pas pour ne pas totalement, enfin en tout cas le prendre simplement pour un fou parce qu'il aligne un joueur semaine après semaine. Donc non, c'est un joueur qui a des côtés très frustrants parce que moi je trouve que Fabien Ruiz, en fait, même quand il est bon, il a toujours cette impression d'être à la ramasse ou en tout cas, juste sur le même quand il va récupérer un ballon, c'est pas toujours très esthétique, c'est à la limite. Mais et même parfois, même sur certains contrôles, on voit l'impression que le ballon, il lui échappe un petit peu alors que non, c'est un joueur qui est toujours dans l'observation, il regarde, ses partenaires et ça, c'est quelque chose de très important. Il regarde les adversaires aussi et il arrive à s'accommoder de l'environnement et quand il est juste techniquement, c'est un joueur qui mérite parfois en tout cas d'être dans un groupe de 13-14 joueurs à même de débuter dans ce PSG-là. Je dis pas s'il y avait d'autres joueurs à côté, mais, mais non, c'est pas un joueur nul, pas du tout. Et même sur son match d'hier, il y a des difficultés techniques très, très rapidement dans le match, surtout quand on voit ce qu'ont été les qualités de ses partenaires. Mais après, pour le restant, et c'est un joueur qui a permis, comme on le pensait, d'équilibrer, d'aider à côté de lui et de rendre la tâche de Nuno Mendes un peu plus facile, que ce soit défensivement, mais aussi lui pour s'incorporer et aider ses partenaires un peu plus haut. Ouais, non, après, clairement, il fait pas le match du siècle, hein, mais il est dans le ton globalement d'une rencontre comme ça où tu as des choses à aller chercher, tu vois. En fait, je suis parti voir combien de ballons il avait perdu. Je vois, il a perdu 2 duels, enfin, il a perdu 2 fois la balle. Et j'arrive pas à retrouver le reste. Mais il a 92% de passes réussies, donc il a pas perdu beaucoup de ballons non plus. Allez, globalement, c'était pas un match très intéressant le concernant. C'était tout à fait quelconque, mais c'est vrai qu'on a parlé des 3 milieux, donc on n'a pas parlé de lui. Sur les 3 de devant, il faut quand même qu'on parle. On me dit que quand Warren revient, il éjecte l'équipe. Bah, contre City, les 4 étaient là et c'est pas Ruiz qui était sur le banc de touche au coup d'envoi. C'était Warren, donc à voir. Mais c'est vrai qu'il a un profil très différent des autres. Et il est gaucher, n'oubliez pas. Et ça compte, sachant qu'on a que des droitiers au mieux. Mais il est temps de parler de Désiré Doué, qui quand même nous a fait des trucs. La première mi-temps de Désiré Doué, c'est encore un grand moment de. Mais comment il fait ça, quoi Il a 19 ans lui aussi. Non, vraiment, de joueur très très fort encore. Ce qu'il est. Ce côté droit, quand il arrive à placer son coup de rein, c'est vraiment quelque chose. En fait, il est pied fort. Il n'est pas en faux pied, il est en pied fort. Sur le côté droit. Et aujourd'hui, dans le football moderne, c'est limite. Il n'y en a plus des joueurs comme ça, quoi. Souvent, c'est des mecs qui vont jouer uniquement en course, appel en profondeur et on les lance. Bah, Désiré Doué, il joue un football d'il y a 20 ans, 30 ans, où tu jouais pied fort sur un côté sans être totalement collé à la ligne. Et il arrive à passer, à dribbler, à trouver des solutions, à déborder son vis-à-vis. Et c'est. Ouais, il s'arrête, il attend, il élimine, il repart. Il a une caisse physique monumentale. Il est là à la relance. Non, il est bluffant. Vraiment, il est vraiment bluffant, quoi. Et je vous dis, il fait des trucs. Un joueur offensif qui joue sur son pied fort et qui joue comme ça, mais vous pouvez les lister sur les doigts d'une main pratiquement. Vraiment, ça n'existe plus. Et lui, il joue comme ça encore. Donc c'est totalement improbable et c'est vraiment un régal à voir quand il. Bon alors Aïdara est pas un crack, hein, c'est sûr, mais la capacité que Doué a eu à le déborder comme ça, des fois en partant pratiquement arrêté, c'était assez impressionnant. Donc voilà, vraiment, chaque match, il y a quelque chose à en tirer. Par contre, il est pas chanceux face au but parce que à Stuttgart, enfin contre City c'est la barre. À Stuttgart, il y a le gardien qui fait un arrêt pas possible. Là, il y a but refusé hors jeu d'un rien. D'ailleurs, à Stuttgart aussi, il a un but refusé d'un rien de mémoire. Bon, il pourrait être à 3 ou 4 buts en Ligue des Champions. Il en est toujours à un seul à Salzbourg. Ça va venir, mais c'est vrai que on me dit qu'il peut finir la saison en 10-10. Il aura du mal à mettre les 10 buts, mais les 10 passes, il les aura largement. Il est déjà à 8 ou 9. Donc ça va être vite vu. Mais c'est là où il y a de la marge, peut-être, c'est face au but où ouais,
quand il tire dans le ventre du gardien à Stuttgart, il a pas été bon. Il y a peut-être des moments où il sent peut-être pas trop les coups dans la surface encore. Mais à part ça, ce qu'il est en mesure de produire à 19 ans, c'est quand même assez impressionnant. Il y avait Porge, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est très discutable, mais ça a été sifflé, donc dans tous les cas, on va pas lui donner un but après coup. Blaise Daril, si vous voulez évoquer Désiré Doué, moi vraiment je. Tiens, une question intéressante sur le live. Dans son développement, vu qu'il est encore jeune, est-ce qu'il peut encore gagner un peu plus en explosivité, rapidité? Blaise, est-ce que tu veux répondre à ça ou Daril? Oui, je pense, à titre personnel, je pense il y a encore beaucoup de marge de progression à ce niveau-là et même là, sur les dernières semaines, entre le joueur qu'il a été, à son arrivée et peut-être la digestion d'une autre manière de travailler, d'une préparation différente et les premiers appuis qu'il a et les premières foulées où il arrive à faire la différence sur les premiers pas et donc à passer et après il est tellement costaud, du haut et du bas du corps pour garder l'avantage et sans perdre, de vitesse puisque balle au pied comme, il a une maîtrise totale du ballon, il arrive à conserver de la vitesse. Je pense que ça peut que continuer à s'améliorer. Physiquement, il y a physiquement, j'ai et j'insiste là-dessus parce que sur les qualités, techniques et ce qu'il est capable de faire avec le ballon, on a tous des yeux et tu l'as très bien dit, mais mais on est en présence d'un athlète, en fait. Ce qu'il est capable de faire dans la disponibilité et même parfois dans des relents de l'ancien PSG, je me dis, il est trop bon élève pour que ce soit réel. Il a une capacité en fait à faire des courses et des longues courses avec et sans ballon, à sur la même action interpréter différents postes et surtout à toujours garder cette justesse et cette lucidité, au moment, de d'amener du danger donc je trouve on a vraiment pour le coup une pépite. On en parle beaucoup avec Joao Neves et Désiré Doué, comme c'est un joueur qu'on a aussi beaucoup vu en Ligue 1 et beaucoup observé avant qu'il vienne chez nous et entendu aussi parfois les côtés un peu, starlet ou, capricieux du joueur. Mais je trouve qu'on est en présence d'un joueur qui, s'il est coaché par des bons entraîneurs et j'estime que Luis Enrique l'est, ça peut devenir vraiment une folie, Philo. Une folie carrément. Non Ah mais, ouais, non, non mais c'est sérieusement, il y a des joueurs où il y a des moments tu vois vite où qu'il va y avoir une limite en fait. Désiré Doué, t'as du mal même à savoir où est-ce qu'elle va être la limite. Est-ce que ça va être son physique? Est-ce que ça va être son comment dirais son positionnement sur le terrain? Est-ce que ça va être son mental? Franchement, quand tu vois où il en était en 3 mois, comment il a retourné sa saison dans le bon sens en arrivant de Rennes où il avait jamais joué un match de Coupe d'Europe, bah, t'es là genre ah ouais, et puis il a de la marge encore. C'est ça qui est fou, c'est qu'il fait déjà des grosses différences et qu'il a beaucoup de marge quoi. Un petit sur live par pitié, Désiré ne passe pas chez Puma. Je sais pas s'il ira chez Puma, mais c'est vrai que ça avait pas été une très grande réussite chez un de ses modèles, on va dire. Mais en tout cas, ouais, vraiment très impressionnant. On me dit apparemment ultra focus sur le foot, Désiré, ballon, famille, dodo. Bah écoutez, tant mieux, hein, pourvu que ça dure, mais même si je pense que de temps en temps, il y aura forcément un moment dans sa carrière où il va saturer et il aura besoin de s'aérer la tête. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que s'il est très concentré sur son début de carrière, c'est pas plus mal. Daryl, tu veux rajouter quelque chose? Tu veux parler d'Ousmane? Tu veux parler de Barcola? On t'écoute. Oui, bah, on va parler d'Ousmane, hein, le terrible Ousmane, le grand goléador de 2025. C'est quoi le total maintenant? 15 en 2025? Plus que Enfin, ça je même, me je suis crois. perdu dans les Attends, chiffres. je vais aller voir parce qu'il en était à. Là, il en a 23, toute Non, compétition. 2025, hein. Ah, Oui, non, oui, mais toute tout compétition con. confondue. Donc, 20, alors 2023, il faut en enlever. Donc, 22, 20, 19, 18, 17, 15. Ouais, c'est ça, il en a 15 en 2025. Ouais, voilà. Donc, Mais il a après, même pas joué 10 matchs. si tu veux, il a commencé à accélérer en décembre, hein, parce que Ouais, ouais, ouais. il en met déjà 3 juste avant la trêve, en fait.
Mm. Donc c'est Ouais, là non, mais là, où... c'est. Non, là, ça devient. On atteint des sphères complètement irrationnelles. C'est vraiment fou. Il est dans. Bon, comme il l'explique, maintenant, sur sa position axiale, l'aide pas mal à être dans de bonnes positions de frappe, mais je trouve que même ces déplacements, en fait, pour être bien placés dans la surface, sont excellents. Enfin, c'est des vrais déplacements d'avant-centre. Et là où, en plus, dernièrement, il y avait les stats, mais pas forcément des prestations de tout premier ordre. Bah, hier, on a revu vraiment un Dembélé très joueur, très bon dans le jeu, bien connecté à ses partenaires, qui faisait de très bons choix, et qui en plus a encore facturé deux buts. Donc là, on sait qu'on a un collectif de très haut niveau. Hein. On en vante les mérites depuis quelques semaines maintenant. Mais si à ça, on ajoute un joueur aussi différenciant, alors évidemment, il va pas continuer à marquer 2 buts par match, mais la transformation qui s'est opérée là chez lui, si il réussit à maintenir un niveau devant le but, un niveau d'efficacité vraiment même pas similaire, mais déjà, rien ne serait-ce que 75% de ça, ce sera exceptionnel et on pourrait vraiment rêver et espérer voyager très loin. Là, ce Dembélé, actuellement, bah, bon, j'espère que ce n'est pas juste, enfin, ce que je vois, en fait, sur au niveau de la confiance et puis dans les gestes, les déplacements, m'amène à penser que c'est même pas juste, un purple patch, quoi, comme on dit, que c'est vraiment, en fait, une évolution un peu du joueur et que, en fait, là, maintenant que ça a commencé à rentrer, bah, il y a la confiance qui s'est mêlée à ça. Et globalement, bah, on est, on est face à un monstre. Hein. Les stats sont complètement ahurissantes, quoi. C'est un joueur qui était moqué et moqué méchamment en plus pour son inefficacité devant le but. Aujourd'hui, bat des records. Je sais pas si ça s'est déjà fait, de marquer autant de buts au début d'année Ah civile non, comme non, non. ça. C'est le Ouais, meilleur voilà, buteur historique par rapport à des Messi ou des Ronaldo sur un début d'année civile. voilà. Donc, Il... il a battu là en 2 mois, c'est le nombre, son record de buts sur une saison. Ah, mais Ouais, même sur ouais, on un est mois et sur demi. Hein. des absurdités. Tu dis Oui, sur oui, deux oui, mois, ah oui, oui, je dis 2 mois, mais oui, oui, sur un mois et demi, oui. c'est en 40 jours hein, qu'il a fait ça. Oui, oui, mais donc Voilà, c'est même pas un mois et demi. il a mis 15 buts en 40 jours. Faut quand même bien réaliser. Quoi. Donc c'est-à-dire que Ouais. c'est plus d'un tous les 3 jours. Quoi. Non, et sachant qu'il a été malade, qu'il a eu la grippe, qu'il a raté 2 matchs hein, quand même. Oui, Il a pas joué en Coupe de France à. c'est vrai qu'il y a eu ça. C'était Ouais. Epali, il a pas joué à Lens et il est remplaçant contre City. Donc il n'a pas joué 2 matchs et demi même, ce qui rentre à la mi-temps. Oui, donc, en fait, c'est en 8 9 matchs, quoi. Ouais, c'est On ça. trouve, voilà. Je crois qu'une personne l'a dit sur live, c'est 15 buts en 7 matchs joués ou un truc du genre. Quoi. Oh là 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 là. Non mais il Ah non, marche. c'est plus de 2. Non, ça peut pas être plus de 2 quand même. Bah si, Pas, parce que il peut pas être à t'as plus de deux 2 buts par match triplés, en 7 matchs. mais t'as deux triplés Ouais. et il a mis que je sais pas combien de doublés. Donc Bah là, ouais, non mais c'est peut-être il est réparti sur sur 7 2 triplés matchs. et 2 doublés. Ouais. Et après il y a C'est peut-être Saint-Etienne, il en réparti met sur 7 matchs. 2, Stade Brestois bah le seul il marque à tous les matchs, ça c'est sûr déjà. Ouais. Et Ouais. après il est à 1 3 2 2 1 3 2. Enfin, il marque tout le temps, quoi. Plus un Ouais, bon, encore au trophée des champions, donc non, mais c'est hallucinant, quoi. Et en minutes ouais, non, mais jouées, là, il joue pas tout, hein. insensé. Il sort régulièrement. Hein. Mais c'est vrai Hum. que il y a, on dit jusqu'où ira-tu, Ousmane. Il y a une personne sur live qui me parlait du fait il a pris confiance en lui. Ouais, c'est bien ça, 15 buts, 7 matchs. C'est hallucinant. Ok, bon, C'est absolument hallucinant. Il y a le premier but qu'il met là, mardi. Euh, Ah bah il là, y a ça, c'est un but de mec confiant. Ah ouais.
Et c'est un vrai but d'avant-centre, je trouve. La façon de Ouais. frapper comme ça, premier poteau, après la prise de balle et tout. Déjà, c'est un but de classe, vraiment de grande, grande classe. Mais il y a un côté aussi. Il sent l'odeur du sang aussi, parce Ouais. qu'il voit l'erreur, là, le défenseur qui recule, l'espace qui s'ouvre, le gardien mal placé, hop, boum. Non, mais c'est ça, c'est incroyable. Peut-être 8 matchs et pas 7. Mais bref, 15 buts 8 matchs ou 15 buts 7 matchs pour Ousmane Dembélé. Et c'est là où il y a quand même aussi une part de réussite. Euh, Parce que par exemple, celui-là, ou le deuxième, où la balle elle est un peu contrée, celui contre Monaco où Mayeki le touche. Je suis sûr qu'il y a quelques mois, il n'y a pas but quoi sur ces trois-là. Et donc d'un coup, tu passes de 4 buts en 2 matchs à un but en 2 matchs en fait. Et il y aura des moments dans la saison où il aura moins de chance. Parce que là, il a tout lui réussi. Il y aura forcément des moments où la chance va aussi tourner un petit peu. Mais c'est vrai qu'actuellement, il est sur une lancée Ouais, il assez. rate aussi des occasions nettes, hein. Oui, il aura, Donc, oui, comme tu dis, oui. Oui, bon, il y aura moins de chance peut-être, mais enfin, il y a des trucs qu'on s'attend à ce qu'ils mettent, et qui met pas, qui met quand même pas, hein. Donc, bon, ça c'est normal, hein, mais normalement là, ils se procurent tellement d'occasions de qualité. Bon, je sais pas jusqu'où ça ira. Les 2 buts par match, bon, je pense que ça va pas durer encore éternellement, mais si c'est si ne serait-ce que s'il est en mesure de marquer ne serait-ce qu'un but par match, ce qui est déjà fantastique, euh, tout en gardant sa dangerosité dans le jeu, ouais, là, on commencera à parler de trophées individuels très sérieux. Mm. Bah, Autre que joueur du mois, quoi. bah, joueur de la saison, ça peut le faire, mais c'est vrai que. Enfin, ça, oui. Non, mais c'est vrai que. Après, le problème de Ligue des Champions, c'est que si tu sors Oui, en si 8. tu sors en huitième, Bon, oui, c'est compliqué. tu pèses C'est de un rien, peu quoi. le, Voilà. ouais, c'est un peu le problème qui pèse sur nous. On est une équipe Et de toute qui façon, vaut largement les derniers tours, mais bon, mais de toute peut-être façon, qu'on ne les verra pas. pour passer justement ces derniers tours, on aura aussi besoin d'un Ousmane Dembélé qui garde ce niveau-là ou en tout cas sur ces confrontations-là, qui est à ce niveau-là. Parce que vous l'avez dit à travers son match et ses statistiques. C'est vrai que moi, j'ai envie de dire que ce que je lui souhaite à lui déjà, c'est que son raté, le gros raté qu'il a dans le face-à-face, ce soit ces moments-là qui nous étonnent et non une longue série de buts. Ça voudrait dire que, bah, enfin, peut-être face au but, il a trouvé la clé pour bonifier tout ce qu'il arrive à créer de bien et de positif. Et au-delà du joueur qu'il est avec le ballon et du nouvel avant-centre qu'il est en train de devenir, je trouve que dans le leadership et même dans la compréhension sans ballon des consignes notamment au pressing, je l'ai trouvé vraiment impeccable hier. Dans l'attitude, ça a été un vrai leader d'attaque et même d'équipe. Parce que même quand, on avait des moments où on était un peu bas et où, Brest arrivait à récupérer, remettre un ballon dans la surface et qu'on n'arrivait pas à se relancer très long, quand le ballon était dégagé et arrivé, jusqu'à la défense ou leur gardien, il arrivait toujours à être le premier pressing et à surtout, engager ses partenaires à le suivre. Donc, vraiment un vrai leader et bah, ça rappelle aussi les mots que Luis Enrique avait eus pour Mbappé dans le fameux reportage où il lui disait ce qu'il pensait enfin, devoir être un leader d'attaque, un joueur tout terrain limite et là, Ousmane Dembélé sur les prestations dans l'axe ces derniers temps et même sur le côté, mais c'était moins visible. Il est vraiment impeccable, au moment de permettre à son équipe d'avoir ces séquences d'intensité, dès qu'elle perd le ballon. Ouais, non, mais c'est marrant, c'est que ça, une personne me dit ouais, il fait même pas un très bon match hier, tout ça. Je suis bon, quand même. C'est parce qu'il dribble pas. Il est vraiment tout en contrôle, il oriente, il se place pour les autres. Mais oui, je sais pas, j'ai pas vu le commentaire, mais enfin, en tout cas, moi, je suis plutôt de ton avis et je pense qu'il a fait un vrai bon match d'un joueur, au-dessus. Ouais, un joueur Ouais, c'est dominant, ça. mais Ouais. un très bon match. Un joueur qui, quand il fait des choses, en fait, ça fait vite des vraies grosses différences, quoi.
Évidemment, il a dû toucher 60-70 ballons en tout casser parce que on le voit pratiquement pas avant le penalty par exemple. Mais c'est vrai qu'il fait des différences. Pendant des mois, on lui a reproché de faire des différences de façon continue et de se rater face au but. Maintenant, c'est un peu le contraire. Il fait pas beaucoup de différences à chaque prise de balle ou presque. Enfin, il en fait moins parce qu'il joue dans un rôle différent. Mais en revanche, il fait des actions qui te créent des occasions ou des buts en permanence. C'est fou, fou, fou. Quoi. Bref. Où s'arrêtera Ousmane Dembélé, c'est une sacrée question. Et on espère surtout que ça va continuer. Et on nous dit, je le trouvais justement pas trop en réussite avant son premier but, mais c'est sûrement... Non, non, mais... c'est pas qu'il est même pas en réussite, c'est qu'il il est vraiment bien pris, et Brest se retrouve à jouer bas, donc il a pas beaucoup d'espace. Forcément, c'est plus compliqué, mais c'est intéressant de voir à quel point il arrive à rester connecté au jeu en étant avançant. Alors que c'est quand même quelqu'un qui a besoin de beaucoup toucher le ballon en temps normal, qui va toujours vers la balle. Et là, finalement, il arrive à mieux canaliser son volume de jeu pour être un joueur qui fait les choses qu'il doit bien faire pratiquement tout le temps. Quoi. Donc, excellent, Ousmane, Comme, excellent. comme quoi, à ce niveau-là, que c'est des joueurs professionnels, ils peuvent dire beaucoup de choses, et même les plus créatifs et les joueurs qui aiment prendre des risques. Mais être sur la feuille de match, il y a quand même une résonance différente. Je pense que ça participe au fait qu'il accepte aussi de toucher moins de ballons. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, écoute, on verra. Après ça, c'est vrai qu'en Ligue 1, il joue plus régulièrement sur le côté. Et je pense quand même qu'en Ligue des Champions, il y a des jours où on le verra peut-être sur le côté. Hein. Faut pas l'oublier. C'est, on verra. Dans tous les cas, on a au moins encore un match de Ligue des Champions avec lui. Au moins. On verra la suite après. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voulez évoquer Barcola ou finalement il n'y a pas grand chose à dire? Le match de Gvara, pareil, je sais pas s'il y a grand chose à en dire. L'entrée de Lee Kangin, n'en parlons pas trop. Celle de Gonzalo Ramos, idem. Blaise Daril, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Ou on s'arrête là parce que finalement c'était pas non plus le match du siècle. Ça fait déjà Ouais, 1h30 qu'on en parle. ouais, pour moi, y a pas grand-chose d'autre à dire sur les autres joueurs. Je suis d'accord. Non, c'est même pas une histoire de voile pudique. C'est plus que c'est un match sur un terrain compliqué. Il y a déjà le score en ta faveur et les autres font un match normal, quelconque, sans rien C'est de ça. plus. Voilà. On me dit petit mot sur retour de Thiago Silva pour 6 mois et adieu. Non mais Thiago Silva il va pas revenir au PSG. Hein. Enfin, quand Luis Enrique va lui demander de jouer à la médiane, il va lui dire qu'il peut pas le faire. Hein. Déjà à 30 ans, il le faisait pas, alors à 40, je sais pas qui vous a mis cette idée en tête, mais il reviendra pas, Thiago. Il est C'est- très bien au Brésil. Non, Oui, ah, c'est pour quoi un hommage. cette idée? Ah non, non, pour un hommage. Bah oui, bien sûr, qu'ils viennent avoir. Ah! Ah oui, très bien, oui. Bah oui. Il a droit Ouais, à... Par contre, il est pas obligé de ramener sa femme. Hein. On s'en passera d'elle. Lui, il peut venir quand il veut, mais elle, merci, reste au Brésil. Hein. C'est bon. Tu nous as créé assez de problèmes. Non, non, mais oui, évidemment que Thiago Silva a droit à un hommage. Après, il avait eu un tout petit truc quand il était parti. C'était l'époque Covid où on était. Enfin, moi, j'étais pas, donc quand ils étaient 5000 dans le stade, et il avait eu un petit truc, mais c'est vrai qu'il n'est pas parti au bon moment. Il est parti un peu sur son dernier match, c'est la finale de Ligue des Champions, malheureusement pour lui. Donc voilà. Elle a fait quoi sa femme? Elle a commenté un peu trop sur Instagram alors qu'on lui demandait de se taire et d'arrêter de foutre le bordel. Voilà. Voilà, voilà. Mais pour Thiago Silva, on l'a vu, et même avec les joueurs actuels, notamment Kimpembe, Nasser, il sait, même parfois de manière très généreuse avec le club des légendes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Yes. faire, Oui, récompenser ou en tout cas ne pas oublier les anciens. Donc si le PSG doit faire quelque chose, je sais que Nasser, fera en sorte que Thiago Silva soit honoré. exactement. Après, Club des légendes, j'ai vu qu'il l'avait lancé, j'ai vu Dominique Casagrande. C'est quoi ça? Il fait les C'est poubelles du... uniquement pour toi que j'ai lancé cette phrase. Non mais il fait les poubelles du Club des légendes ou il fait quoi lui? Pour ceux qui n'ont pas connu Dominique Casagrande, donc ça a été un gardien du FC Nantes des années 90. Il est champion avec Nantes en 94-95. Il est parti ensuite à Espanyol Barcelone et on le rapatrie à Paris à l'été 98, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 97, on va chercher Revo.
Et on le fait jouer un peu. Au début, la première saison, il joue pas parce que c'est Lamal titulaire, donc évidemment, Casagrande, il se met gentiment sur le côté, il attend. Puis on lui laisse sa chance. Et ça a duré 10 matchs. Alors on avait fait signer Letizy au cas où. Et le plus gros highlight de Dominique Casagrande à Paris, c'est quand il s'est pris un lob au Parc des Princes de Paoletta, parce qu'à l'époque Paoletta était avec Bordeaux, de 40 mètres. Et donc quand j'ai vu que ce mec avait eu sa carte dans le club des légendes, c'est quoi cette histoire quoi c'est comme si, je sais pas, aujourd'hui on mettait dans les légendes des mecs Arnaud Tenas, quoi. C'est à peu près ce niveau-là, Dominique Casagrande au Tu, PSG. On me demande tu si sais, lui. Philo, il y a des matchs contre des relégables, des futurs relégués et potentiellement des promus où il y a besoin d'anciens dans les loges pour les C'est vrai. entreprises. Non, mais quand même. Mais même l'entreprise, le seul truc qu'il va dire de Casagrande, ce qui a le plus marqué les gens, c'est sa femme. Alors bon, il va pas venir avec sa femme pour les entreprises non plus, quoi. Bref, il y a des fois des trucs étranges. On me dit Kurzawa, Ressé, Bourillon, Apoula. Ils auraient pu jouer avec Casagrande au PSG. Non, vraiment. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est pas très grave. Bref, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve lundi prochain pour débriefer Toulouse PSG. Autant de vous dire qu'on va pas être nombreux. Peut-être qu'on parlera aussi de PSG Brest, puisqu'on aura eu la conférence de presse et on verra un peu plus les intentions de Luis Enrique. Je vous le dis tout de suite, je pense qu'on ne fera pas de podcast de débrief du match retour, puisque bon déjà l'aller c'était pas le match du siècle. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été là, merci pour votre fidélité perpétuelle, vos gentils messages, vos dons aussi, parce qu'il y a des gens qui ont fait des dons aujourd'hui, donc j'en profite pour les remercier. Merci au touriste 1221 pour son offre de 5 abonnements tout à l'heure pendant qu'on parlait de Dembouz justement. Dembouz ouvre les cœurs à tout le monde. Et voilà. On dit petite question-réponse lundi. C'est possible, ça, c'est une bonne idée parce que effectivement Toulouse PSG, on va pas faire des heures dessus. Et podcast, il remonte à d'un. Évidemment, si on se fait remonter à domicile par Brest et que la saison entre Ah, guillemets s'arrête là-dessus, on ferait un podcast. On a Là, dit, Philo, et je là, prends même tes accès, Philo, et j'en fais un mercredi soir. si tu veux, je te confierai ouais, ça à chaud, ouais. à chaud. On donnera des adresses et tout. Non, je rigole. On fera pas Ah oui, ça. oui, oui. Daryl, il est prêt à y aller avec son tracteur et tout. Bref. Allez, bonne nuit à tous, à très vite, et gros bisous, bonne nuit tout le monde, ciao ciao. Ciao tout le monde, bonne nuit, bisous. Ciao, bonne nuit. Et vive l'open source toujours, à très vite.